la parole. Donc j'espère que ce soir, même si nous sommes en comité restreint, nous pourrons aller relativement loin dans cette thématique qui est effectivement n'est pas récente. Elle n'est pas récente parce que le monde des microcrédits est très ancien. Il est très ancien parce qu'on trouve des traces déjà dans le cadre du Moyen Âge. La Bible en fait aussi référence à plusieurs textes de l'Ancien Testament, et c'est vrai que les microcrédits ont toujours eu au départ une connotation dans le cadre du secours mutuel. Secours mutuel, et c'est vrai que plus tard, il s'est développé par des formes de coopératives d'épargne, et une des plus récentes, entre guillemets, c'est celle qui est née en Allemagne dans le cadre des banques Raiffeisen, des coopératives Raiffeisen. Donc, c'est vrai que lorsqu'on a tendance à parler des microcrédits, ce qui vient à l'idée en premier, c'est le professeur Mohamed Younous, prix Nobel de la paix de 2006, qui est effectivement souvent appelé le banquier des pauvres. Il a réussi dans les années 70, étant originaire du Bangladesh, ayant suivi une formation aux États-Unis en tant qu'économiste, il est retourné au pays et c'est vrai qu'il a lancé, d'un point de vue, je dirais, tout à fait noble, le fait de dire j'enseigne l'économie, mais dans la réalité, elle est différente. Elle est différente parce que les fondamentaux s'écartent du quotidien. Et ce quotidien, pour lui, il l'a vu en voyant effectivement une pauvreté importante, mais pas simplement une pauvreté, une usure. Et il s'est dit, je vais essayer de confier une petite quantité d'argent à un groupe de femmes et je leur laisse la possibilité de me rembourser petit à petit, moyennant aussi un taux d'intérêt. Donc c'est vrai que l'idée au départ, c'était effectivement de soutenir une collectivité en leur disant, on va vous mettre à disposition en capital, mais adapté à leur situation, de mini-nano-entreprises. Et c'est vrai qu'après, il y a eu un certain succès et s'est démontré, puisque le professeur Mohamed Younous est quand même à la tête d'une banque internationale, la Grameen Bank. Donc c'est très vite, ça a pris de l'ampleur. Et c'est vrai que les chiffres qui sont articulés, on parle de centaines de millions de pauvres, de personnes qui ont pu améliorer leurs conditions économiques. Et c'est vrai qu'on parle toujours plutôt des pays du Sud. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'en Europe, il y a eu un mouvement dans les années 80 où on a commencé à vouloir copier le modèle du professeur Mohamed Younous. On l'a tenté aux États-Unis. Donc, il y a eu une première expérience. En France, qui a été un petit peu le leader dans le cadre des microcrédits, qui n'est pas tout à fait la même chose que le microfinance. Je viendrai après. C'est l'instrument principal de la microfinance. La microfinance s'est développée petit à petit sous d'autres angles. Et c'est vrai que la tentative aux États-Unis a bien été, parce que c'est un système également libéral. Il y avait effectivement en France un mouvement de base dû aux chômeurs et à une structure également étatique qui voulait aider ces personnes au chômage, de les inciter à l'entrepreneuriat. De là est née une grande association, une association qui était petite, donc c'est-à-dire ils ont commencé faiblement. Il aura fallu plus de 5 ans pour trouver une sorte de business management qui collait, mais attention, les termes sont peut-être violents. Si Madame Novak m'entendait, elle me fustigerait, mais il faut bien voir que dans le cadre de la microfinance, on colle parfaitement bien au secteur bancaire. Donc, les principes des banques est tout à fait adapté à la microfinance et ce n'est qu'une copie conforme. C'est une copie conforme, ce qui fait que l'aide qui provient des crédits qui sont accordés proviennent souvent de fondations ou de donations ou même de capitaux qui sont investis par l'État, qui permet en fin de compte à ces chômeurs de pouvoir bénéficier d'une possibilité de se relancer économiquement parlant. Donc, comme je le disais auparavant, en France, dans les années 80, l'association ADI a commencé, et à l'heure actuelle, c'est vrai que je ne dirais pas qu'ils ont le vent en poupe, mais leur base de clientèle, entre guillemets, ne le prenez pas mal, ce sont effectivement les chômeurs, et c'est vrai que ça leur donne une possibilité de pouvoir lancer une entreprise. Maintenant, les faits sont là. Toute entreprise a une durabilité qui n'est pas forcément longue, une pérennité. Plus de 50 à 60% des entreprises, après 5-6 ans, n'existent plus. Donc, le système des microcrédits
qui est un remboursement échelonné, se doit effectivement ici de correspondre avec du moyen terme, voire du court terme. Maintenant, ces capitaux qui sont mis à disposition de ces fondations proviennent souvent aussi du secteur public, une forme déguisée, en fin de compte, de rembourser, de financer les chômeurs pour les lancer dans la voie de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'un profil important concerne les femmes, qui ont toujours eu, en fin de compte, ici une prédominance. Alors, une prédominance parce que c'est vrai que le modèle du professeur Mohamed Younous était basé uniquement au départ avec des femmes. Pourquoi? On s'est souvent posé la question. C'est vrai, on dira, elles remboursent mieux, elles ont des codes d'honneur familiaux, c'est vrai, mais il y a aussi un problème de mobilité. Une mobilité qui est quand même réelle, dans le sens que les hommes, c'est pas qu'ils soient volage, mais étant ancrés avec la famille. Et c'est vrai que l'instinct premier d'une mère est de protéger ses enfants, de leur donner un potentiel, une activité future. Le père aussi, ça va de soi, mais la mère a quand même aussi une approche différente. Et c'est vrai que le système qui a été mis sur place, ancien et qui fonctionne encore dans beaucoup de pays d'Afrique, ce sont ce qu'on appelle les tontines. C'est-à-dire que c'est des micro-structures où vous avez dans un village une personne ou quelques femmes qui gèrent l'argent qui est distribué dans un groupe. Donc automatiquement, ils ont des réunions fréquentes, le remboursement se fait devant tout le monde, donc il y a une sorte de pression du groupe pour que le remboursement soit fait. Vu que ce sont des petites structures, la personne pourrait être mise à l'écart. Donc ça signifie qu'il y a quand même un rapport de, entre guillemets, de semi-pression. Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu le côté négatif, donc je suis en train de vous montrer des aspects que souvent on n'aime pas mentionner dans le cadre des microcrédits, mais il faut se rendre compte, il y a eu des dérives. Et ces dérives ont été signalées par plusieurs professeurs de l'université de Genève qui ont été alarmés par un taux de suicide très important en Inde par des agriculteurs. Parce que, effectivement, dans le cadre des microcrédits, il y a une concurrence entre les instituts de microfinance. Alors, maintenant, j'utilise le terme de microfinance, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ce sont des millions et des millions qui sont investis dans comme produit financier, parce qu'il y a une rentabilité. Et c'est vrai que ces dernières décennies, la rentabilité n'était pas très importante dans le milieu bancaire ou financier. Donc, ça a été une possibilité, effectivement, de dire on va diversifier les produits financiers. Et voilà comment on arrive peu à peu à cette notion de microfinance qui englobe non seulement le microcrédit de base, qui reste l'instrument de base, mais également des produits d'assurance, des produits d'épargne et le système est un peu particulier dans le sens que en Afrique, surtout en Afrique que j'ai suivi de près, on a des systèmes qui sont révolutionnaires de mon point de vue. C'est l'utilisation du système de paiement par téléphone. Alors c'est vrai que on a souvent une image de l'Afrique qui est fausse. Dans le cadre de l'informatique, ils ont pu sauter plusieurs étapes que nous avons fait réaliser petit à petit. Et c'est vrai que l'usage du téléphone portable chez eux est très courant. Le système de paiement par téléphone portable, de remboursement des microcrédits, fonctionne parfaitement bien. Donc, ça signifie effectivement qu'il y a possibilité d'introduire une sorte de, voilà pourquoi j'ai appelé microfinance 5.0, c'est-à-dire d'aller encore plus loin chez eux, parce que, effectivement, l'outil informatique ne reçoit aucune connotation négative. Au contraire, c'est un impulseur. C'est un stimulant. Et là intervient, comme on le voit dans le secteur bancaire, l'infrastructure des néobanques. Ces néobanques qui utilisent énormément d'intelligence artificielle. De plus en plus, les algorithmes fonctionnent, s'améliorent chaque fois qu'on les utilise, et c'est ce que j'appelle la microfinance 5.0, c'est-à-dire que l'évolution va aller de soi, me semble-t-il, que les structures actuelles, qui nécessitent quand même des coûts de gestion relativement importants, il faut visiter les microcréditeurs, il faut chaque mois aller leur demander le paiement, il y a forcément des impayés, des personnes qui n'arrivent pas, et à ce niveau-là, le système de l'intelligence artificielle pourrait effectivement apporter un plus, et il va le faire. Parce que, comme je répète, la microfinance, c'est quelque chose de bancaire. C'est un produit bancaire. Vous avez des actifs et des passifs. Et
Les passifs, c'est l'argent qui arrive dans le système bancaire. Les actifs, ce sont les crédits. Donc, moi, je suis pour ne pas cacher cet aspect de dire, c'est vrai, il faut se rendre à l'évidence, c'est une structure bancaire. Et comme il y a une évolution marquée avec une intégration informatique importante, le système de la microfinance va également suivre. Si vous avez des questions, je veux bien faire une petite pause de quelques minutes afin que vous ne perdiez pas le fil des éléments que je voulais vous présenter ce soir. Oui, alors je vais le lire. La définition du microcrédit par rapport à un crédit qu'on connaît aujourd'hui. Alors, le microcrédit, il faut bien voir que au début, c'était des petites sommes. À l'heure actuelle, dans le cas de l'Union européenne, il y a un réseau de microfinance qui s'est mis en place et on mentionne quand même des sommes de 20 000 euros. Entre 20 à 25 000 euros, c'est la norme à l'heure actuelle. Maintenant, comme je vous l'ai dit auparavant, le microcrédit, il y a bien une définition, mais il n'y a pas de quantité réelle parce que le système, il est bien complexe. C'est-à-dire qu'il y a plus de 150 instituts de microfinance dans le monde. Le potentiel des clients, je suis navré d'utiliser ce terme, c'est d'environ 2 millions de personnes. Donc c'est colossal. C'est colossal et c'est vrai que ça fonctionne. Mais il y a une très forte concurrence entre ces instituts de microfinance qui provoquent également une sorte de surendettement de la part des microcréditeurs. Et il faut distinguer absolument le système du Sud, du continent, c'est-à-dire africain, d'Amérique du Sud, par rapport à nos systèmes occidentaux. Nos systèmes occidentaux nécessitent déjà des sommes plus importantes, mais on parle également d'une certaine culture financière, ce que n'ont la plupart pas ces microcréditeurs dans ces pays à une évolution économique plus restreinte. Et c'est vrai que le microcrédit en Suisse existe depuis plus de 20 ans. Il a été créé par un industriel qui avait plus de 80 ans, qui, dans les années 90, où nous connaissions en Suisse une crise importante et un taux de chômage anormal, puisqu'on avoisinait les 7 à 8%, il s'est également focalisé sur un peu l'exemple français. Donc, il a voulu aider des chômeurs à se lancer dans leur propre entreprise. Avec 3 autres collaborateurs, ils ont créé un capital de 100 000 francs, ils ont connu un certain succès, ils ont été secondés par la ville de Lausanne et la fondation Sando, dans le cadre de Lausanne, parce que c'est la seule institution de microfinance, de microcrédit qui existe. Leur nom, c'est Fondation Microcrédit Solidaire Suisse. Ils ont leur site, vous pouvez aller le contrôler, et c'est vrai que le système est basé sur du bénévolat, parce que le modèle correspond à une analyse de risque très pointue, qui est effectuée par la plupart du temps des retraités qui proviennent des milieux bancaires ou des fiduciaires. Donc, ils demandent des business plans, ils demandent une analyse très fouillée, très technique, et à partir de là, ils ont plusieurs filtres et ils accordent des crédits. Mais sur plus de 20 ans de fonctionnement, le nombre des microcrédits en Suisse ne dépasse pas les 400. N'oublions pas que nous sommes un des pays les plus riches du monde et que pour lancer une petite entreprise, il faut un capital certain. Ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est que des fonds propres sont nécessaires. Les économies de ces femmes, de ces hommes qui se lancent dans une activité soit du secteur secondaire ou tertiaire. Maintenant, au niveau des microcrédits, comme je dis, il n'y a pas de référence sauf en Europe où il y a ce système qui a été mis en place de l'Union européenne, de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne qui chapeaute le tout. Parce que pour éviter des dérives, le monde de microcrédit a dû être régulé. Et le problème s'est aussi passé au Bangladesh où il y a eu des oppositions très fortes parce qu'on a senti que s'il n'y a pas de base légale, c'est en fin de compte marcher sur les plates-bandes des banques qui, elles, sont régulées, qui ont une surveillance de leur banque centrale. Donc très vite, dans tous les pays à l'heure actuelle, vous avez la microfinance ou les microcrédits qui sont très surveillés pour éviter des dérives. Le microcrédit n'est pas une forme d'assistance aux pauvres. C'est pour eux une opportunité normalement de prendre leur vie en main et de sortir de la pauvreté par leurs propres efforts. Donc on retrouve le côté de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas souvent le manque de compétences qui fait que les pauvres sont pauvres, c'est le manque de confiance qu'on leur accorde. Et voilà pourquoi je reviens à ce côté bancaire. La banque, si elle n'a pas confiance en vous,
elle ne vous accordera jamais rien. Et souvent, plus vous demandez, et plus ils vous font confiance. Mais c'est vrai que dans le cadre des microcrédits, on ne peut pas tout mélanger. C'est vraiment spécifique. En Europe ou aux États-Unis, où il y a quelques instituts qui fonctionnent, ça n'a rien à voir avec le système de l'Amérique du Sud, de l'Inde ou de l'Asie. En Chine, existe aussi des systèmes de microcrédit, des organisations. Mais attention, les entreprises doivent déjà être préexistantes. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'orthodoxie, ou il n'y a pas une bible vraiment du microcrédit ou de la microfinance. C'est vraiment quelque chose qui a été lancé, mais qui est devenu un produit financier. En produit financier, et où, par exemple, notre État, la Confédération, investit plusieurs centaines de millions à travers le département de coopération et de développement. Donc, il y a quand même une activité dans le sens de dire, les pays riches se doivent d'aider les pays pauvres. Ils le font à travers plusieurs outils, et le microcrédit, on a vu que c'est un des moyens de pouvoir apporter de l'aide à ces pays, à ces personnes qui sortent d'un milieu pauvre ou qui sont issus d'un milieu pauvre, mais qui peuvent également ici s'accroître. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question qui avait été posée par rapport à la définition, parce que la définition en elle-même, je vous dis, à part le fait de dire que c'est une petite quantité, mais adaptée au contexte socio-économique du pays, il n'y a pas tellement d'autres éléments que je puisse vous donner. Je ne vous entends pas. Pour continuer sur la même question, je crois que c'est la Oui. même personne. Demande est-ce que ceux qui font les microcrédits, est-ce qu'ils ont copié le fonctionnement des banques des banques commerciales classiques ou pas, car vous avez dit que ça colle aux banques et les banques peuvent le faire. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a eu une évolution très importante parce que, comme je l'ai dit aussi au début de cet entretien, de cette conférence, le microcrédit, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, et c'est vrai que je vous ai parlé des banques Raiffeisen à la fin du 19e siècle. Il ne faut pas oublier également tout le côté également religieux, parce qu'on est dans le soutien des pauvres. Donc, le soutien des pauvres, le canal des églises est très important, mais elles ne sont pas reconnues comme instituts de microfinance. Elles ont leur propre organisation. Je vous ai dit avant, les tontines, c'est des mini-structures locales. Parce que la problématique, c'est que à l'heure actuelle, vous avez des fonds, des millions qui sont investis à travers de grosses organisations, basées surtout à Genève et à Zurich, qui font du placement d'argent. Et cet argent, ensuite, il est confié à un niveau inférieur, local. Maintenant, au niveau des instruments de microfinance, je vous ai bien dit avant, ce n'est pas que le microcrédit, c'est également de l'assurance, c'est de l'épargne. Donc, on sent très vite qu'il y a quelque chose quand même qui est solide. Je vous rappelle que dans les années 90, on parlait en Suisse, mais dans le monde également européen, de la banque assurance. Donc, il y a quand même quelque chose qui est quand même réel, qui est professionnel au monde, qui appartient au monde de la banque. C'est exactement le même processus, mais à une échelle inférieure. Alors, il faut se demander, est-ce qu'il faut continuer les mêmes modèles ou est-ce qu'il y a l'ouverture à d'autres? Et ça, c'est une grande question qui encore n'a pas trouvé de réponse, parce qu'il y a quand même eu, comme je vous ai dit aussi auparavant, des dérives. Ces dérives sont importantes. Ces dérives sont importantes et c'est vrai que les milieux universitaires ont déjà attiré plusieurs fois, tirant la sonnette d'alarme en disant il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. L'idée de base est bien, est phénoménale, mais son application non. Son application non parce que on arrive effectivement ici à, si vous me permettez l'expression, un petit peu abuser de ces personnes pauvres parce que on arrive à gagner de l'argent. On arrive à gagner de l'argent parce que le système des instituts de microfinance ont des coûts. Ces coûts sont répercutés aux microcréditeurs. Donc, le taux d'intérêt ne peut pas être faible. Au contraire, il atteint des fois des taux d'usure de plus de 20%. Et il y a environ 15 ans, lorsqu'il y a eu la grande crise financière internationale, des, euh, des regroupements de microcréditeurs qui se sont opposés, mais en force, au remboursement. Et il y a eu
plusieurs instituts de microfinance qui ont disparu. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui n'est pas identique partout. Et les principes de base sont là, mais ils sont adaptés cas par cas. Avez-vous d'autres questions? Je ne vous entends pas. Pardon. Alors, je vais en Voilà. poser une, moi, avant de prendre les autres, parce que j'en ai une. Oui. Est-ce que les banques de microcrédit, finalement, gagnent encore plus que les banques commerciales par rapport relativement aux sommes investies, je dirais? Est-ce qu'ils sont Alors, encore plus profitables? Vous avez dit qu'il y a des taux d'intérêt extrêmement grands, hein. oui. Alors, il faut également pondérer, dans le sens que on n'arrivera jamais à des résultats comme les banques commerciales. Parce que les banques ont des coûts et le problème avec le système bancaire et qui a résulté dans certains fiascos également en Europe, c'est que, par exemple, je prends le cas de l'Espagne, qui était leader dans un programme onusien soutenu par la reine d'Espagne, Sofia, qui était la porte-parole au niveau européen, a été effectivement de créer des structures petites, sociales, mais très vite, ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Et maintenant, à l'heure actuelle, en 2021, la structure est totalement différente. Il reste qu'une banque principale, la Caixa, qui est une des plus grosses banques européennes, qui a créé une banque à l'intérieur de la banque. Mais parce qu'ils sont arrivés à avoir des systèmes de rentabilisation au niveau des coûts. C'est vrai que c'est un peu complexe, mais c'est complexe parce que analyser une demande de crédit, surveiller les remboursements qui se font mois par mois sur 2, 3 ans, ça prend du temps. Et qui le paye réellement? C'est le microcréditeur. Par conséquent, si il y a en futur également de la microfinance, il faut également qu'il redevienne un peu plus social. Mais social, ça veut dire perdre de l'argent. Perdre de l'argent, ça veut dire être disposé dans un esprit philanthropique d'aider, mais pas de faire que du commerce. Lorsque je vous disais des taux de 20%, c'est énorme. Mais ils sont engloutis également par les frais de structure. Parce que si l'argent vient, par exemple, de la Suisse, il est investi en Afrique. En Afrique, il faut, sur place, avoir des collaborateurs qui sont payés, qui surveillent. Il faut des bureaux, il faut des infrastructures. Et tout ceci coûte. Maintenant, dans le cadre d'un travail, d'un semestre sabbatique que j'ai consacré uniquement à l'étude comparative des microcrédits en Suisse, en Espagne et en Tunisie principalement, moi-même, j'ai été dégoûté de la microfinance. Je vous dis pourquoi. La dernière expérience que j'ai faite en Tunisie, j'avais été invité par une organisation importante qui était dans la banlieue de Tunis. Écoutez, lorsque vous arrivez dans la banlieue de Tunis et puis vous voyez comment c'est, et vous voyez un édifice tout neuf, avec des miroirs, des vitres sur quelques étages, ça m'a impacté. Je me suis dit, c'est pas possible. Les infrastructures doivent être plus faibles, beaucoup plus infimes. Non, c'est pas ça. Et lorsque je suis reçu par le président de cet institut qui est quand même important, j'ai vu le luxe qu'il y avait autour et lorsque j'ai demandé d'avoir sur le terrain, on m'a dit bah, ce sera accompagné d'une autre personne. Ça m'a pas plu parce que moi je voulais aller sur le terrain puis voir comme j'avais fait en Espagne ce qui ne l'était. Et c'est vrai qu'il y a passablement de capital, de moyens qui sont engloutis par des coûts de structure. Voilà pourquoi le système bancaire, si c'était très intéressant, il se serait lancé à 100%, n'ayez aucune crainte. Mais attention, les banques, même en Suisse, l'argent qui est gagné ne provient pas forcément de l'activité du retail banking, il provient des banques d'investissement, des banques d'affaires. On est à une échelle amplement supérieure. Avez-vous d'autres questions? Alors, est-ce que ce type de microcrédit est un modèle de pays développé ou bien non développé ou autre? Je pense que tu as parlé de ça. Oui, c'est-à-dire qu'originellement, c'est vrai que c'était toujours des petites structures dans des pays que je dirais plus simplement du Sud. Ensuite, on a voulu accorder le même processus dans les pays occidentaux, donc surtout en Europe, et c'est vrai,
que ça fonctionne. C'est vrai qu'il ne faut quand même pas ne pas dire que ça ne fonctionne pas, mais ça pourrait fonctionner mieux. Ça pourrait fonctionner mieux et étant donné qu'il y a une bonne partie de l'argent qu'on sait qu'il va être perdu, entre guillemets, il est perdu dans le sens qu'il y a des zones, surtout dans les anciens pays de l'Est, où ils ont lancé des processus européens, mais le taux de retour n'existe pas ou peu. Mais comme ce sont des fonds mis à disposition un petit peu à fond perdu, c'est pas grave. Donc c'est ça qui fonctionnera plus tard. Dans le sens que si on veut vraiment avoir une structure qui corresponde à l'agenda 2020, 2030, qui est d'éradier la pauvreté, il faut d'autres moyens. Mais le microcrédit est un instrument. Alors, la tonine que vous avez citée, je ne sais pas si c'est le mot exact, avec l'exemple de Tontine, l'Afrique, tontine, oui, pardon, ouais, c'est ce qu'il tontine, avait tontine. écrit, il avait bien écrit ça, la tontine que vous avez citée. Oui, L'exemple de l'Afrique est similaire à la tontine qu'on a en Europe, en oui, France. oui, c'est-à-dire que ce système, en fin de compte, est toujours le même, parce qu'on ne réinvente pas la poudre. Je dirais, c'est des anciens systèmes, si ce n'est qu'ils ont été maintenant mis sous une version un peu différente. Mais le monde est le monde depuis des milliers d'années. Donc le système de nécessité d'accorder de l'argent pour lancer une entreprise a toujours existé. On ne peut pas le faire sinon. Mais on se rend compte que le système des tontines, c'est vraiment local. C'est par village. Donc vous avez une sorte de personne de référence qui est là, qui surveille le système. Elle offre cet argent, mais elle le trouve où cet argent? Il a été mis la plupart du temps à disposition par des organisations religieuses. Et on sait que les organisations religieuses sont là souvent pour aider les plus pauvres. Est-ce que le microcrédit est une forme d'investissement? Est-ce que ça fructifie de l'argent? Je pense que tu l'as dit aussi. C'est Oui, oui. c'est-à-dire il fructifie, c'est-à-dire il faut se remettre dans le contexte que nous venons de sortir depuis 2007. La rentabilité a énormément chuté. À l'heure actuelle, les banques aussi offrent des crédits. Regardez l'épargne, elle ne rapporte plus rien. Si l'épargne ne rapporte rien, c'est que les taux de crédit ont baissé énormément. Regardez les crédits hypothécaires, ils sont, ils sont très bas. Lorsqu'on parle de 1,5%, c'est rien par rapport aussi à la Suisse. Lorsqu'on a connu la crise de 1993, on était passé de 4, qui était à peu près le taux moyen, 4,5, à 8, 9, et le système immobilier s'est complètement effondré. Mais ça, on l'oublie parce que c'est l'histoire économique. Et on dit, bah, l'histoire, c'est déjà résolu. Mais c'est chaque fois, lorsqu'il y a des crises, qu'on revient souvent sur l'aspect du microcrédit. Parce qu'on se dit, il faut réadapter. Alors maintenant, avec la crise du coronavirus, ça s'est un petit peu mis de côté, mais on est en présence effectivement d'un changement structurel socio-économique important de modèle de l'économie. Par conséquent, l'outil de production, ce qu'on appelle l'aspect du coût fixe, il est infiniment réduit. Les entreprises ne nécessitent plus autant de capitaux fixes. Et il ne faut jamais oublier que l'entrepreneuriat, ce qu'on appelle aussi souvent la microfinance éthique, elle est due au phénomène qu'il y a un investissement important qui n'est jamais payé à l'entrepreneur. Si on devait compter le nombre d'heures au tarif même minimal de 20 ou 23 francs suisses, ces entreprises-là n'existeraient pas. Un entrepreneur ne compte pas le temps qu'il met. Et souvent, on a une idée de l'entrepreneuriat de dire c'est quelqu'un qui va réussir, mais attendez, le taux d'échec est très important. Avez-vous d'autres questions? Est-ce qu'il y a un sens à transposer le modèle des banques par téléphone d'Afrique ici en Suisse? Alors, on va y arriver. On va y arriver parce que les modèles bancaires, le modèle bancaire va changer. Il a déjà changé. Les néobanques existent déjà. Et ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer, comme je vous disais auparavant, avec, c'est pas l'introduction de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. C'est pas de maintenant. Les premiers essais, les premières tentatives, ça remonte aux années 1940. Alors, évidemment, on a tendance à oublier l'histoire, de voir le présent. Mais attendez, l'intelligence artificielle, elle est en phase exponentielle. Elle touche tous les secteurs.
même celui de la pédagogie, mais les secteurs économiques sont touchés. Donc, c'est là où je parlais de microfinance 5.0, c'est certainement ici un moyen de pouvoir accélérer, de réduire les coûts de fonctionnement de ces instituts de microfinance en ayant un outillage informatique adéquat. Sur le même sujet, est-ce que Twinto n'est pas une version assez proche du modèle du paiement par téléphone? M-Pesa, je ne sais pas ce que c'est, j'ai remarqué. Oui, alors forcément, comme je vous disais, le cas qui me surprenait il y a une quinzaine d'années, lorsque je lisais et j'avais des informations, des rapports et des sociétés qui se lançaient dans la téléphonie mobile. Et je disais, mais comment ça se fait qu'ils soient dans le cadre des microcrédits, microfinances? Parce que c'est vrai que pour eux, c'est des marchés colossaux. Et c'est vrai que le système fonctionne parce que ces pays, je reviens à l'Afrique, ont fait un saut numérique important. Ils n'ont pas connu toutes les étapes telles que nous les avons vécues. Ils passent, ils passent par-dessus. Et pour eux, ça leur fait gagner en puissance de feu économique. Parce qu'il n'y a pas ce frein. Regardez, à l'heure actuelle, dans les pays européens, il y a quand même une tranche de la population qui tire la sonnette d'alarme. Les personnes, entre guillemets, qui ont 60 ans et plus ou 70 ans, ne sont pas des générations alpha, X, Y, c'est pas du tout ceci. Nous ne sommes pas, en tout cas pour moi, je ne suis pas né avec l'informatique dans les mains. Donc, l'usage de l'informatique, s'il n'est pas habituellement professionnel, il pose des problèmes à une tranche de la population quand même non, qui n'est pas anodine. Mais ce n'est pas cette tranche de population qui va se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, Est-ce que c'est juste, vous avez dit 2 millions de clients potentiels au microcrédit, parce que moi aussi j'étais étonné que c'est peu. C'est la question de l'hiver aussi. Est-ce que Oui, c'est juste, voilà. c'est pas peu, c'est pas Oui. sous-estimé? Non, alors c'est pas que ce soit sous-estimé, c'est que en fin de compte, ici, euh, les chiffres sont difficiles à obtenir. Lorsque je parle de 2 millions, c'est vrai que vous avez des statistiques qui parlent même de 100 millions de microcrédits qui ont été accordés ces 20 dernières années. C'est vrai que si on regarde la somme qui est investie, c'est vrai que si on est en Inde ou en Afrique, ce sont des petites quantités par rapport à notre système. En Suisse, comme je vous disais, ou en Europe, il faut environ 20 à 25 000 francs pour offrir un microcrédit. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes notions. C'est-à-dire que si, par exemple, dans le cadre d'une fondation, on investit 10 000 francs, ces 10 000 francs sont décuplés en effet des multiplicateurs s'il est investi, par exemple, au Togo ou au Sénégal, parce que vous touchez automatiquement des milliers de personnes. Donc, ça permet effectivement de lancer le système. Mais le système socio-économique de l'Afrique est totalement différent. Vous avez beaucoup plus d'entreprises, de mini, de nano-entreprises qui se créent au bord de la route. Ils ont une activité. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, les microcrédits sont utilisés pour combler les fins de mois. C'est ça le problème aussi. Dans le sens que, comme il ne peut pas y avoir une surveillance totale sur place, l'argent est transmis et est-ce que l'entreprise est vraiment construite? Non. Donc, ça pousse au surendettement. Et là, c'est effectivement un gros problème des instituts de microfinance, c'est que comme elles ne communiquent pas, ces instituts ne se communiquent pas, c'est pas comme en Suisse, on a une base de données qui permet de repérer les mauvais payeurs, si vous me permettez l'expression, eux, ils ne se communiquent pas entre eux. Donc, ce que font souvent les microcréditeurs, ils remboursent d'une manière peut-être anticipée parce qu'ils ont reçu une somme plus élevée. Et c'est une spirale infernale. Et ces pauvres s'endettent, se surendettent. Donc, ils arrivent pas, c'est l'effet contraire. Mais c'est pas partout comme ça. Avez-vous d'autres questions? Oui. Juste, c'est 2 millions de microcrédits en tout ou c'est 2 millions 2 millions de clients? Juste pour être Alors, oui, c'est par précis. rapport au. Alors, ces 2 millions que je vous ai signalés, c'est des chiffres que j'ai retrouvés effectivement dans le cadre européen. Dans le cadre européen. Parce que, comme je vous dis, 2 millions d'euros. de clients, non, Ah 2 non, de millions clients, de c'est juste de clients clients. potentiels, Ouais. c'est-à-dire de Ok. clients qui sont là. Parce que, comme je disais auparavant, il y a des projets européens qui tournent déjà à l'heure actuelle. Et la Commission européenne, elle a intégré dans ses budgets, déjà, et c'est soutenu par la Banque européenne d'investissement, des sommes colossales. Mais souvent, la plupart des gens ne le savent pas. Mais cet argent, il est mis à disposition d'organisations locales. Mais il faut une structure. Et ça prend tout de suite des frais importants de gestion.
Une dernière question avant Oui. qu'on continue. Les crowdfunding qu'on voit apparaître, n'est-il pas une version 2 ou un retour au début du microcrédit? Alors, là, vous avez tout à fait raison, parce que le crowdfunding a cet aspect de nouveau social, c'est-à-dire qu'il y a un capital sympathie. Lorsque vous avez ces structures de crowdfunding qui ne fonctionnent pas toujours à 100%, mais par exemple aux États-Unis, vous avez une structure qui s'appelle Kiva. Ah, mais ils ont le vent en poupe, mais c'était les premiers à se lancer dans le crowdfunding. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'ai utilisé avant une expression capital sympathie. Lorsque vous savez que vous pouvez mettre une petite somme d'argent, que vous avez une image sur un écran, vous dites c'est pour tel projet, une personne qui veut mettre, par exemple, qui va installer un petit bar pour vendre des produits ou des fruits, des légumes, un comptoir, c'est vrai que vous voyez l'image de la personne, vous pouvez même la connecter pour que vous ayez un contact, vous investissez de l'argent, mais des petites sommes. Donc c'est vrai que ce système fonctionne. Dans le cas de Microcrédit Solidaire Suisse, ils ont essayé aussi, ça n'a pas fonctionné. Mais de nouveau, ce n'est pas les plus grandes entreprises qui utilisent, c'est pas les plus grandes entreprises dans le monde entrepreneuriat. C'est un système que la personne qui a posé la question a parlé de 2.0, c'est tout à fait juste. C'est déjà en route, mais ça n'a pas le vent en poupe. Parce que les personnes aussi, elles se lassent. Avez-vous d'autres questions? Pas pour l'instant, je te laisse continuer. Oui, alors, si je reprends effectivement ici l'élément classique, donc c'est vrai que cette microfinance est une solution financière destinée aux gens exclus du système bancaire traditionnel. Parce que pour aller frapper à la porte d'une banque, il n'y a pas tout le monde qui a la capacité. Parce que vous ne maîtrisez pas le langage si vous êtes un entrepreneur. Tout le monde n'a pas suivi une école de commerce, tout le monde ne sait pas tenir une comptabilité, tout le monde ne sait pas rédiger un business plan. Mais à l'heure actuelle, une banque, le premier élément qu'ils vous demande, c'est de dire apportez-moi des documents techniques. Donc, ça sous-entend qu'il y a passablement de gens qui n'ont pas cette culture financière, mais c'est normal. Par contre, la bancarisation est intéressante dans le sens que une banque commerciale, elle commence par une petite activité, puis ensuite, dès qu'elle vous a pris comme client, elle a le suivi de vos opérations. Et ça, c'est importantissime dans le cadre de l'intelligence artificielle. On peut suivre l'évolution des paiements qui sont effectués. Vous avez un suivi qui coûte infiniment moins et vous avez une base de données qui vous permet d'être utilisée comme dans le cadre de sociétés commerciales. Donc, il faut un aspect professionnel qui existe déjà. Et c'est vrai que répondre à un besoin, il y a énormément de gens qui ne savent pas encore utiliser les moyens traditionnels financiers. Et ils en ont peur. Et ce sont même des fois des universitaires. Parce qu'ils ne sont pas tous habitués au transfert, au trafic des paiements. Ça les bloque. Vous avez maintenant la banque électronique. C'est vrai que toutes les banques vous disent, allez, banque électronique, ils ferment les succursales. Mais pourquoi? Parce que le système bancaire ne veut plus voir des clients dans les succursales. Ça coûte trop cher, le fonctionnement d'une succursale. Le travail en lui-même, les clients des banques le font, ils remplacent l'employé bancaire. Lorsque vous utilisez e-banking, il n'y a pas de problème. Alors, on peut tout à fait imaginer que dans un futur relativement proche, ceci soit également le cas dans le contexte de la microfinance. Maintenant, comme je le disais auparavant, étant donné que microfinance, ça englobe également normalement un côté d'assurance. Donc, ça veut dire que très vite, il y a une culture économique qui est mise en place pour seconder ces personnes, pour leur dire, écoutez, assurez-vous, mais assurer, c'est verser de l'argent, mais est-ce qu'on en a suffisamment dans le cas de l'entreprise? Souvent pas, mais on leur dira, bah, on vous fait un petit contrat d'assurance parce que ça vous permet de vous projeter dans le futur et d'avoir une sécurité financière. L'épargne, la micro-épargne, ben, c'est vrai que c'est même normal chez nous. Ben, notre salaire, on nous ampute le deuxième pilier, premier pilier, deuxième pilier. Mais c'est de l'épargne forcée. On ne s'en plaint pas. Mais les indépendants, ils n'arrivent pas souvent à le faire. Alors, imposer ce système à des pauvres, c'est quand même aller très loin. Mais c'est leur rendre service, parce qu'on dira, plus tard, vous aurez cet argent à disposition. Maintenant, dans le cadre de la microfinance, c'est vrai que
comme je disais auparavant, il y a des produits financiers. C'est des produits financiers parce qu'il y a un ensemble de services qui a été créé et on souhaite également renflouer le système, dans le sens que si vous avez le client et vous lui proposez non pas simplement le crédit, mais également en produit d'assurance, c'est tous les mois qu'il y aura de l'argent qui rentre dans le système. De l'épargne, c'est la même chose et vous contrôlez l'ensemble des circuits financiers. Même s'ils sont modestes, démultipliés par le nombre de millions de personnes, ça donne tout de suite des sommes colossales. Mais ce n'est pas aussi intéressant que l'activité habituelle des banques. Maintenant, au niveau des agents, comme je disais, la Banque, le Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux, la Banque européenne d'investissement, ce sont des grands acteurs parce qu'ils mettent à disposition des sommes d'argent qui doivent être redistribuées. Donc le travail, il est déjà fait. Par contre, n'oublions pas les dérives de la microfinance. Et ces dérives de la microfinance, elles ont été signalées à plusieurs reprises parce que, comme je vous disais auparavant, le fait de dire qu'on émancipe des femmes, n'est-ce pas une soumission de notre système occidental vis-à-vis de ces cultures locales? Maintenant, lorsqu'on parle également des dérives de la microfinance, on parle toujours des pauvres, oui, mais est-ce qu'on leur donne cette culture, en fin de compte, financière, bancaire? Souvent pas. Par contre, lorsqu'on fait une pression trop importante sur ces derniers pour qu'ils remboursent, c'est vrai que c'est des petites sommes, mais des fois, ils n'arrivent pas. Même dans nos systèmes, lancer une entreprise, c'est pas facile. Alors, on veut que tous ces pauvres deviennent des entrepreneurs. C'est facile à dire oralement, mais sur le terrain, non, c'est difficile. Et vous vous trompez, vous avez des taux d'échec aussi importants. Y a-t-il d'autres questions? Pour l'instant, il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, Monsieur Jardy, une petite question. oui, bonsoir. Bonsoir. Un véritable plaisir de vous voir 25 ans plus tard. 25 Monsieur ans? Gervasi était mon, Monsieur Gervasi était mon professeur d'informatique à l'école de commerce. Ah oui, alors forcément, je ne me rappelle plus de vous, mais si vous avez un souvenir de moi, c'est gentil, merci. Tout à fait au gymnase de Beaulieu, oui. De gymnase de Beaulieu, c'est Alors, vrai. alors, pour moi, j'avais justement, en parlant de formation, est-ce que ce serait peut-être un moyen de mitiger le risque en offrant une formation que les institutions, on va dire, financières offrent, par exemple, une formation qu'on voit de plus en plus avec les PME en Suisse à ces entreprises suscitant un microcrédit? Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que normalement, il y a des conseils qui sont donnés en encadrement qui est fait pour essayer, en fin de compte, de soutenir ces microcréditeurs qui n'ont pas cette formation. Donc, c'est vrai qu'il y a en Europe surtout cette formation qui est donnée, mais pas en Afrique. Parce que, je dirais, ils n'ont pas les moyens. Mais par contre, c'est pour ça il faut séparer totalement le milieu occidental, que j'appelle européen, parce que c'est ce que nous avons à côté de nous, des modèles des pays du Sud. C'est tout à fait différent. C'est différent parce que lorsque vous avez des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais ils partent sur des projets, mais il y a aussi toutes des structures qui existent. Regardez, prenez le cas en Suisse, à Lausanne. Vous avez Genilem, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose à plusieurs d'entre vous, mais c'est des structures qui soutiennent l'entrepreneuriat. Mais attendez, qui amène l'argent? Parce que c'est des petites organisations, mais il faut quand même une équipe, il faut des locaux. Alors, c'est vrai qu'on leur met à disposition de l'argent, ils aident, pendant 2 ou 3 ans, ils coachent ces entreprises, donc ça ne leur coûte rien, mais ils ont été présélectionnés. Et c'est vrai que dans le cas, par exemple, de Microcrédit Solidaire Suisse, il y a également une sélection très forte. Une sélection très forte, donc ils éliminent au fur et à mesure. Mais pour vous donner un cas, une situation que j'ai vécue il y a quelques mois. À côté du gymnase de la Cité, il y a une petite échoppe. Lorsque je suis passé devant, je me suis dit, ah, c'est étrange, j'ai jamais vu. Puis j'ai vu du mobilier tunisien, puis je me suis dit, oh, ça sent très bon. Oui, c'est quelques mètres carrés, une dizaine, c'est en tunisien qui a sa plaque, il prépare des plats, du couscous, mais c'est bon. Mais lorsqu'il a sollicité un microcrédit, on n'a pas cru en son projet parce qu'il n'avait pas la formation, parce qu'il n'avait pas il n'avait pas de business plan. Donc, si on veut essayer de lancer la microfinance éthique, il faut faire confiance aux gens. Mais
Qui dit confiance dit aussi peut-être prendre des risques, on va perdre cet argent. Alors, c'est une manière tout à fait différente. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre dans le sens que la microfinance à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'argent qui est perdu. Mais pourquoi? Parce qu'on le sait, ça ne peut pas fonctionner. Mais ça fonctionne quand même. Vous direz, mais vous êtes contradictoire, je ne comprends plus rien. C'est si vous avez des grosses organisations, c'est que ça rapporte. Mais ça rapporte parce que le système financier s'est écroulé. Et lorsque vous demandez, je prends un exemple, 15% dans un pays, lorsque ça remonte, vous pouvez attirer des personnes en leur disant, nous, on peut vous garantir en 2 ou 3%. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, vous avez aussi le côté de se faire, d'avoir une conscience tranquille. J'ai prêté dans le cadre du microcrédit. Donc, vous voyez, ça permet en fin de compte de dire, bon, voilà, j'ai fait quelque chose. Mais est-ce que j'ai fait vraiment quelque chose? On peut faire beaucoup plus. Mais c'est là les pouvoirs publics qui investissent l'argent. Tout à fait. Il faudrait, je pense, un certain mix entre le pouvoir public et le privé qui, Voilà. justement, au niveau public, il pourrait diminuer, on va dire, le taux de chômage et dynamiser le marché. Oui. Et l'investisseur privé pourrait justement retirer des intérêts peut-être plus faibles, mais au moins diminuer leur coût de fonctionnement ou bien… Vous avez tout à fait raison. C'est effectivement ce système de partenariat public-privé qui doit être mis sur pied d'une manière beaucoup plus forte. Mais je reprends le cas suisse, Microcrédit Solidaire Suisse obtient, par exemple de la ville de Lausanne, mais il suffit d'aller sur leur site, de regarder les rapports de gestion, des quantités non négligeables, par exemple de la part de la ville de Lausanne, de la fondation Sando. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un rapport étroit. Donc c'est vrai que lorsqu'on dispose d'un certain montant, c'est quand même un peu plus simple d'accorder des microcrédits. Mais dans les simples, il ne faut pas le prendre mal. Ça reste comme une technique assez conséquente. Mais on doit faire appel à du bénévolat. Et ce bénévolat, c'est vrai que ce sont des anciens de membres, par exemple du Crédit Suisse, de l'UBEF, de la Banque cantonale, de fiduciaires, qui se mettent à disposition pour analyser ou soutenir, donner des conseils. Donc c'est très bien, ils leur donnent aussi des cours de comptabilité, parce que tout le monde n'a pas suivi des cours de comptabilité. Mais la comptabilité, c'est pas compliqué à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de logiciels. Et puis, Tout à fait. je dirais, lorsqu'on dit comptable, on a l'impression qu'on monte au mur. Mais le métier de comptable, il va disparaître aussi. L'intelligence artificielle est déjà là. Ces travaux répétitifs, les ordinateurs le font déjà depuis 20-30 ans. Et si vous n'avez pas suivi des cours de comptabilité, vous pouvez être tout à fait dans un conseil d'administration. Vous suivez les raisonnements d'analyse financière. Mais on ne vous demande pas de passer les écritures, on vous demande de comprendre le système des flux financiers. Et puis c'est simple, parce que des fois on complique. La comptabilité, c'est des flux d'entrée et de sortie d'argent. Et c'est tout. Il y a un peu de technique, mais ça, c'est rien du tout. Une dernière petite question. Donc, pour Oui. vous, l'intelligence artificielle, elle inclut également tout ce qui est développement de software, d'applications qui, Oui, oui. justement, facilitent et vont faire disparaître certains métiers. Alors, ils vont faire disparaître des mais ils vont en créer d'autres. Et dans le cadre de la microfinance, certainement, ces outils d'intelligence artificielle vont permettre d'alléger les coûts de fonctionnement. Et ces coûts de fonctionnement vont être plus légers parce que même si vous devez investir, je prends en capital de 50 000 ou 100 000 francs dans un outil d'intelligence artificielle, ensuite ça tourne. Hein. Après, il est là et il s'améliore d'itération en itération, il s'améliore. Donc, automatiquement, vous n'avez pas besoin d'une grosse structure fixe. Et c'est vrai que ça peut surprendre, mais il y a plusieurs métiers qui vont disparaître. Vous savez, l'enseignement, l'enseignant tel que on le connaît depuis la nuit des temps, je me pose des questions, parce que on pourrait être beaucoup plus performant, mais si on utilisait le numérique. Mais allez parler du numérique en Suisse, vous savez, on a beaucoup de retard dans le numérique. Hein. Mais c'est vrai que, par exemple, dans le cadre que je connais des écoles privées, il y en a plusieurs qui sont pointues. Et la crise que nous venons de vivre avec le coronavirus a permis de mettre en avant, de dire, mais l'outil, il est là. Les vidéoconférences, c'est pas d'il y a 2 ans ou 3 ans. C'était des produits qui existaient depuis 20 ans, mais ils n'ont peut-être pas été utilisés. Mais ils existaient. Donc, avoir des entretiens aussi dans le cadre de la microfinance, c'est mieux si c'est, par exemple, dans le sud, d'avoir en contact direct. Donc, vous êtes obligé quand même de passer par des gens locaux. Mais au niveau européen, vous pouvez gérer des demandes d'analyse de crédit
en déposant les dossiers. Vous n'avez plus besoin de voir les personnes. Ou si vous faites une vidéoconférence, et c'est résolu. Donc, vous avez moins besoin de locaux. Vous voyez, il y a quand même ici quelque chose qui va arriver, mais qu'on ne peut pas arrêter. On ne peut pas l'arrêter, c'est lancé. Donc, c'est déjà omniprésent, mais on ne s'en rend pas compte. Mais pas pour vous, parce que vous êtes des spécialistes de business analyse, donc vous êtes sensibles en fin de compte à ce côté. Et je prêche à des convertis, à des convaincus, donc je le sais. Mais beaucoup de personnes, mais je suis étonné, ils utilisent mal l'outil informatique dans le cadre de la pédagogie. Ils attendent. Les gymnasiens à l'heure actuelle, je leur dis, dégainez vos téléphones portables. Alors, ils le sortent, mais des fois, ils ne savent pas chercher. Ils ont tout à disposition. Ouais. Mais voilà, ils ne savent pas. Ils vont chercher d'autres choses. Alors, dans le cas… Oui. Pour ma part, je me suis ému au pas. Donc là, actuellement, je suis à 2500 km de vous. Je me suis installé en Turquie vers mes parents et j'essaie de monter mon entreprise de consultation avec la Suisse à des coûts moindres. Voilà, alors vous avez tout à fait raison. Alors ça me fait plaisir aussi loin, je vais retrouver un ancien élève. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu de difficulté avec les milliers d'élèves que j'ai eus dans ma carrière, mais l'autre jour encore, ça m'a pas rajeuni. J'ai une élève qui m'a dit, ah, il y a ma maman qui avait fait un voyage d'études avec vous à Beaulieu. Je dis, ah bah oui. Mais après, ça m'est revenu après. Mais tout de suite, c'est pas instantané. Mais merci, en tout cas, je vous félicite pour votre initiative et c'est vrai que des moyens plus soft peuvent être utilisés, puis on a la même compétence. Et puis on peut le faire le travail depuis loin. Donc c'est vrai que c'est grâce à l'outil informatique tout ceci. Donc on peut accélérer, on peut améliorer énormément. Donc avec 2 ou 3 000 francs, vous avez déjà quelque chose de conséquent comme outil administratif. Merci. De rien. Y a-t-il d'autres questions? Peut-être Monsieur Olivier, Anne, il me semblait que je vous ai vu à l'écran. Oui. Oui, vous m'entendez? Voilà, oui, vous pouvez le prendre. Parce que j'avais un problème d'écran tout à l'heure et puis maintenant de micro, donc désolé. Non, il n'y a pas de problème. Là, je reviens juste pour justement les professeurs, les élèves, justement, qui sont… il faudrait qu'ils apprennent tout ça. Mais en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, grâce, entre guillemets, au coronavirus, ça a révélé en fait justement le fait qu'on a toute la technologie, mais on n'a pas l'éducation pour ça. D'un côté des professeurs, mais de l'autre côté des élèves qui ont les technologies, qui savent utiliser, mais pas comme il faudrait, on va dire. Voilà, ils l'ont, mais ils ne savent pas l'utiliser à bon escient, ils ne savent pas chercher, ils savent pourquoi chercher. Mais tout est à disposition. Lorsque vous parlez par exemple de business plan ou de business model, mais tout est sur Internet. Il suffit d'aller chercher, il suffit de cliquer puis d'être un peu curieux, comme lorsque les gens vont dans une bibliothèque. Il faut regarder, se diriger, mais non, ils ont tellement de choses qu'ils ne prennent rien. J'ai l'impression, en fait, aujourd'hui, mais je pense aussi souvent aux professeurs, malheureusement. Alors, vous êtes enseignant aussi, donc peut-être vous avez eu des collègues comme ça, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus cette curiosité ou ce besoin de recherche. On ne veut plus rechercher. On attend que ça vienne comme ça. Donc, alors que Internet, justement, c'est un acte actif, justement, pas passif. Mais vous avez raison, c'est-à-dire que, vous savez, le corps enseignant, il est lent. Il est lent, mais écoutez, on ne peut pas enseigner la comptabilité à l'heure actuelle sans utiliser un logiciel comptable. Mais on le fait, mais c'est incompréhensible. Lorsqu'on enseigne le marketing, écoutez, il faut utiliser les outils qu'il y a déjà maintenant. Non, on enseigne encore des théories d'il y a 20 ou 30 ans. C'est un petit peu tard. C'est pas adapté. Donc, automatiquement, ces aspects de non, de pas vouloir chercher, mais c'est commun un petit peu à l'homme. On est, en fin de compte, ici, on est dans l'attente. Et mon expérience professionnelle me dit, je le vois, ils sont très peu les élèves ou les gymnasiens ou les étudiants qui sont curieux et qui prennent le temps de chercher. Et ça ne veut pas dire, parce qu'une personne a fait HEC Lausanne, qu'elle va être un bon entrepreneur. Tout au contraire.
Et Donc, la dans la... curiosité n'est pas un mauvais défaut, au contraire même. Surtout Non, au aujourd'hui, on va contraire. dire. Mais moi, je trouve, si on n'est pas curieux, vous savez, les scientifiques, ils se posent toujours des questions. Et si vous ne vous posez pas des questions, vous ne trouvez pas les réponses. Mais c'est commode de vivre sans faire quoi que ce soit. Et comme on a tellement d'éléments à disposition, on ne l'utilise pas. Bah, écoutez, l'autre jour, j'étais chez mon cardiologue, et puis il m'a même dit, bah, vous savez utiliser Excel. J'ai dit oui. Bah, il m'a dit, bah, alors faites-vous des tableaux, puis pendant 2 mois, vous prenez votre tension 2 fois par jour, puis vous faites après de moyenne. Bah oui, c'est pas problématique. Mais en fin de compte, on transporte de plus en plus avec l'outil informatique des compétences aux autres. Mais Mhm. il y a 20 ans, vous mettiez dans un CV que vous saviez utiliser Excel. Mais maintenant, c'est pas un plus, c'est une obligation. Le Oui. traitement de texte, tout est à disposition. Mais oui, j'utilise encore, mais on dérive un petit peu de la microfinance, mais c'est pas grave. Mais ce Je vais y matin redire, j'ai encore, un truc derrière, oui, justement, pour mais, revenir là-dessus. non, mais juste une petite parenthèse. Je parlais encore ce matin aux élèves, à certaines classes, en leur disant, mais vous savez qu'en traitement de texte, vous tapotez. Mais vous savez ce que c'était les traitements de texte d'il y a 20 ans, 30 ans? Les machines où vous aviez un petit écran, et vous savez que c'est des bits, des 0 et des 1, des codes de 16, 18, 21, non, ils ne savent pas. Alors, ils ont tout à disposition, mais ils ne savent pas que la technologie qu'il y a là derrière, ils la Mm. méconnaissent totalement. Alors, vous me direz, il n'y a pas besoin de tout connaître. Une voiture, est-ce que vous connaissez tous les câbles? Non. Bon, ça fonctionne, vous tournez, non, vous touchez, il n'y a même plus de clé, c'est un bouton. Voilà. Et puis, ça nous facilite la vie. On est un peu trop on a trop de commodités, me semble-t-il. Mais ça, c'était une parenthèse. Mais vous aviez une autre question sur la microfinance. Alors, c'est pas, je rebondis aussi. Donc, là, je Oui, retombe sur la finance, justement, parce que donc, j'habite au-dessus d'un fiduciaire, donc oui, classique. Hein, donc, je vois un peu ce qu'il fait, bien sûr. Mais j'ai travaillé aussi sur un projet de fiduciaire, un petit fiduciaire qui était donc basé sur le Valais, et qui a été, entre autres, financé par Génilem, Génielem. pardon. Oui, Et on faisait un petit logiciel de compta, tout simple, hein, je veux dire, qui est utilisé actuellement, lié avec la Raiffeisen, et on avait rajouté une partie justement intelligence artificielle pour ventiler automatiquement les entrées, tous les mouvements dans les oui, bons comptes, oui, justement pour que les petites entreprises n'aient oui. plus à se poser la question, ou alors, oui, alors moi, j'ai pas fait de compta, où il faut mettre les affaires. Et Voilà. donc là, c'est un petit logiciel, en fait, entièrement sur le web, Oui. complètement suisse, hein, parce que c'est dans le Valais. Et Mhm. donc, ça fonctionne. Et donc là, au contraire, son but derrière était de voir ensuite, d'approcher plusieurs banques. Donc, il avait Oui. commencé avec la Raiffeisen parce qu'il avait de bons contacts, bien sûr, et de voir d'autres. Et ensuite, éventuellement, d'autres entreprises, etc., pour sa Oui. solution. Voilà. Mais ça, Donc, il y a c'est. quand même des choses qui arrivent même en Suisse, je veux dire. Oui, 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 Même non, non, mais pour tout ça. Et ça, c'est voilà. bien. C'est bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais on n'est pas au courant. On n'est pas au courant. Mais ce qui est réel, c'est que le taux de pérennité des entreprises n'est pas au-delà de 5 ans, 6 ans. Parce que, vous savez, moi-même, je suis fils d'entrepreneur et petit-fils. Il faut travailler, il faut avoir l'huile de coude. Et il n'y a pas tout le monde qui a la capacité et qui a la volonté. Les entrepreneurs, ce n'est pas des gens qui se lèvent à 11 heures du matin, hein. Bon, ça dépend des activités, mais non, en général, Non, mais je non. veux dire qu'il dort peu, quoi, on va dire. On va dire ça. Oui, En ben gros, c'est ça. oui, voilà, oui, ben Peu c'est ça, importe voilà, le. voilà. Mais lorsque vous lancez une entreprise, au bout de 2 ans que vous avez un rythme soutenu, vous fatiguez, puis vous dites, est-ce que c'est pas mieux que je sois employé qu'entrepreneur, avec les risques que je prends, les nombres d'heures que je fais? Et c'est vrai que si on tient un bilan, on se rend compte que peut-être que c'est mieux d'être employé que d'être entrepreneur. Mais c'est pas la même chose. L'indépendant, il y a le mot indépendance. L'indépendance, c'est la liberté de gérer soi-même, mais c'est aussi toute la responsabilité. Mais c'est quand même différent. C'est quand même différent. Et la microfinance entrepreneuriale, dans le cas du microcrédit, c'est vrai que c'est donner la possibilité à des personnes de s'autogérer. Mais en Afrique, ça bouillonne, ça grouille partout, si on peut dire. Regardez les marchés, c'est des petites choses, des petites échoppes, et ça bouge. Mais chez nous, c'est pas comme ça ne peut pas être ainsi. Mais là-bas, ils ont l'esprit d'entrepreneuriat parce qu'ils doivent faire quelque chose. Et c'est la nécessité qui pousse à l'activité économique.
Mm. Je vois ça la même chose, moi, en Asie du Sud-Est. Bon, j'ai le Vietnam en tête parce que je vois ça, mais aussi c'est des petites boutiques qui forcément ne durent pas. Mhm. Ils changent souvent et Mhm. ils arrivent quand même à se tenir, quoi, je veux dire. Voilà, Donc c'est un modèle complètement différent de ce qu'on a ici dans l'Ouest. Enfin, dans voilà. les pays de l'Ouest, les pays développés, je Tout à dirais. fait. Et voilà. Et c'est pour ça que dans le cas de la microfinance, on peut pas comparer le système européen au système de l'Asie, au système africain, parce que c'est vrai, c'est vraiment local. Donc, c'est pour Mm. ça qu'il y a beaucoup d'initiatives qu'on ne recense pas, mais qui sont vraiment sur le terrain. Et je disais avant, il y a toute une partie, mais qui est très importante, des milieux religieux, mais depuis toujours, qui ont toujours aidé les gens pauvres sur place, avec peut-être d'autres idées, mais c'est pas grave. Ils ont quand même apporté quelque chose de plus sur place. Mais dans toutes les statistiques, dans tous les papiers dans les articles qu'on peut lire, Oui, justement, toute cette partie religieuse est en dehors justement de ces... ne rentre pas dedans parce que c'est en parallèle, parce qu'on ne c'est connaît ça. pas trop, c'est ça, hein. Voilà, Donc en oui, fait, ça peut être beaucoup plus important qu'on pense. c'est beaucoup plus important qu'on pense. C'est-à-dire qu'effectivement ici, et c'est pour ça que je vous disais au début, dans la Bible, il y a déjà des références à des microcrédits, il y a le taux d'usure. Mais si vous prenez le système islamique, on ne doit pas parler d'intérêt, mais il y a une autre forme. Et la J'ai microfinance entendu, ouais. islamique, elle existe. Et elle est forte, hein, elle est forte parce qu'ils ont beaucoup de moyens. Mais ils investissent des sommes, mais c'est aussi pour récupérer. Vous n'allez pas me dire que une banque islamique, j'ai rien, mais ils vont pas gagner de l'argent, c'est pas possible. Ben, alors, ils n'ont pas le droit, en fait. Oui, Enfin, d'après le... Parce que oui, bon, j'ai eu justement le cas, on m'a expliqué justement, en soi, la banque islamique ne peut pas exister parce qu'elle non, ne peut pas gagner de l'argent. Elle n'a pas le droit de gagner de l'argent. non. Donc forcément, ils doivent se retrouver différemment. Comment, je ne sais pas. Mais... Voilà. Et alors, il y a un autre système, je dirais, qui est ce que moi j'appelle un détournement de l'intérêt. Donc, c'est pas l'intérêt pur et dur comme nous le Hmm. connaissons, mais c'est en fin de compte, parce que, vous savez, on ne peut pas se leurrer. Une banque, elle a besoin de gagner de l'argent. Si une entreprise ne réalise aucun bénéfice, elle est vouée à la destruction, elle va disparaître. À moins que vous injectez des fonds, de l'argent en fonds perdus. Mais ben, ça n'a pas de sens. Oui. Oh, après, il faut voir hein, les banques centrales actuellement, qu'est-ce qu'elles font? Bon, Ah ça, c'est un oui, autre projet. C'est autre chose. Ça, oui, on va pas mais rentrer là-dedans. non, mais les banques centrales, elles ont l'argent à disposition. Elles peuvent imprimer tout, elles peuvent émettre Voilà, tout ce c'est pour qu'elles ont ça. besoin. Mais là, on n'est plus dans Et la micro, là, du tout. non, 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 mais justement, comme je disais au début, microfinance 5.0, il ne faut pas oublier également toute la crypto-monnaie. Parce Mhm. que ça, c'est quelque chose qui est déjà présent. Donc, et la microfinance va prendre aussi un volet de ces monnaies électroniques. Mhm. Donc, on peut tout à fait créer des systèmes où l'argent revient par le système de paiement par téléphone dans le cas d'une structure qui n'est pas une structure. Je ne sais pas si vous me comprenez, dans le sens que Mhm. tout est virtuel, donc ça doit fonctionner. Alors, vous n'étiez pas au courant, mais il y a 2 semaines, je crois, c'est ça? Enfin, ou le mois dernier, j'avais fait une conférence justement sur la crypto-monnaie dans l'IUBA, justement, c'est pour ça. Donc, je n'avais pas abordé les microcrédits par Oui, les cryptos. Bon, c'est parce que ce n'était pas du tout le thème non non. plus, hein. Mais tout à fait, c'est quelque chose qui, à mon avis, va certainement grossir. Ah oui, oui, tout à fait. C'est destiné à prendre de l'ampleur, à prendre du volume, parce que c'est quand même un système que même moi, il y a 12 ans, je n'y croyais pas, mais je me suis trompé. Et puis comme moi, il y a une multitude de personnes, il y a ceux qui se sont lancés, qui ont gagné et tout perdu. Voilà. Moi, j'ai failli passer aussi en dessous, et tout d'un coup, j'ai vu passer aussi, tout le monde dit, ah bon, ben, je rentre dedans, quoi. C'est pour ça que ça m'intéresse, et c'est pour ça aussi que je viens ce soir pour voir d'autres choses, tout ce qui est, enfin dire, le milieu financier différent, quoi, voilà. Oui, oui. Donc, Et je vous d'apprendre. dis, tout à fait, mais comme je l'ai aussi déjà dit ce soir, les néobanques, c'est plus de la science-fiction, hein. C'est déjà en cours et ça va s'accélérer et ça va s'accélérer et vous allez avoir des banques qui d'ici 10 ans qui sont plus du tout des banques, c'est des néobanques, des structures totalement différentes et ça va fonctionner parce que la banque d'affaires c'est celle qui rapporte de l'argent, c'est pas le retail banking, le transfert d'argent dans paiement. Vous avez vu toutes les commissions qu'ils sont en train de mettre pour défavoriser le système. Mais ce qui est juste papier, non. Vous payez 2,50 francs pour avoir un extrait ou 3 francs. Les frais bancaires, les commissions, c'est ce qui rapporte aussi beaucoup à une banque.
Mais comme le taux d'intérêt, la marge d'intérêt, elle s'est amoindrie, ben, il faut axer sur les commissions. Il n'y a pas d'autre solution. Mais c'est vrai que des fois, dès qu'on on dit le terme banque, les gens, ils ont peur. Ils ont une crainte vis-à-vis du banquier. Mais le banquier, c'est pas son argent. Hein. Ah, il dira toujours, mais on m'a confié de l'argent, je dois surveiller qu'il ne disparaisse pas. Oui. Vous savez, on prête souvent au gros. Too big to Oui. fail. Voilà. Et puis le petit, ben, il n'aura jamais voix au chapitre, donc il ne pourra jamais commencer. Mais le microcrédit peut être un moyen de dire on apporte un complément aux fonds propres, à ce qui manque, et c'est le petit plus qui permet de lancer. Ça, c'est une autre forme de microfinance. Mais si ça vient de la banque, justement, si les personnes ont une vue négative des banquiers, c'est pas forcément. C'est difficile de se refaire une image là-dessus. Enfin, là, ils ont peut-être un coup marketing à faire, enfin, ou un travail marketing à faire. Oui, Du ça moins, c'est ouais. sûr. Oui, oui, ils ont quelque chose de marketing, mais là aussi, c'est dans le cadre de la banque, le private banking va toujours exister, et ça rapporte beaucoup. Hein. Ça rapporte beaucoup. Mais le transfert d'argent, c'est d'une banalité colossale. Ouais, Alors, ouais, s'il y a des là, banquiers qui c'est- m'entendent ce soir, ils vont me fustiger. Mais le travail du banquier, c'est pas compliqué. Mais dites-moi quels métiers sont vraiment compliqués. Alors moi, j'avais travaillé dans une enfin, une grosse boîte, on va dire comme ça. Oui, Donc, j'avais le département financier et puis, entre autres, des responsables de la finance. Et j'ai aidé à simplifier leurs outils. Ils avaient pas mal de reporting à faire. Ils mettaient 2 semaines pour tous les voilà, avoir c'est pour des ça. reportings mensuels. Mm. Et je leur ai dit, bon, ben, j'ai créé un outil, tout simplement. Ils n'avaient plus qu'une demi-heure par mois, finalement. Donc, je leur ai enlevé 2 semaines de travail quasiment. Et C'est ils ont eu ça. peur sur le moment. Mais ce que je leur ai dit, mais j'ai dit, mais tu es à ton niveau. Alors, je ne dis pas la personne qui est au guichet, hein, c'est quelqu'un qui est même à une direction. Je lui ai dit, mais là maintenant, je te donne 2 semaines de travail pour ce que tu es payé. Tu es C'est ça. payé pour faire des rapports, tu es payé pour ton analyse, je viens de te les donner. C'est ça. Et là, tout d'un coup, il a dit, ah ouais, c'est vrai. Oui. Et sur le moment, il a eu peur parce que. Voilà. Ouais. Parce que, en fin de compte, tous les processus aussi d'intelligence artificielle, ils sont complexes, mais ils doivent être simples. Parce qu'il Bien faut sûr. aller étape par étape, caillou par caillou. Mais c'est Mhm. vrai, après, ça fonctionne merveilleusement, on se pose même plus de questions. Mais ça demande un effort intellectuel important, oui, mais après, dès que ça fonctionne, ça se démultiplie, ça peut se répéter des millions de fois. Et ça s'améliore, c'est ça l'avantage. C'est pas Et juste j'achète un jour et puis non, ben, pendant 10 ans, je fais la même chose. Au non, non, contraire, non, voilà, voilà. Et vous avez ça tout à fait s'adapte, c'est compris. surtout ça. Et c'est pour ça que je dis le volet de l'intelligence artificielle dans le monde de la microfinance, à chaque paiement, chaque itération, on apprend et on utilise ceci. Et moi, je me rappelle, mais ça remonte à plus de 30 ans, le professeur de l'EPFL Page, non, c'était Page, Mage, maintenant j'ai un petit doute, il présentait au Beau Rivage le premier système qui s'autocontrôlait. Donc, c'était une simple plaque, mais on voyait déjà une certaine forme d'intelligence artificielle, c'est-à-dire il se corrigeait lui-même. Mais c'était tous les débuts, mais je vous parle d'il y a 30 ans. Mais tous les jours, les gens ne se rendent pas compte, mais la technologie, elle avance à grands pas. Vous avez des millions de scientifiques, d'informaticiens qui font du travail énorme. Et à côté de ceci, dès qu'on intégrera l'intelligence artificielle dans le monde de la microfinance, il y aura tout le problème de la cybersécurité. Ça va de soi. Alors, le truc, c'est que bon, tous ces outils informatiques, ils n'ont pas attendu parce que là, moi je m'intéresse entre autres à la finance décentralisée, donc c'est tout ce qui est Oui, crypto-monnaie, tout ça. Et là, depuis environ 6 mois, peut-être même plus, ben, les outils financiers, mais surtout informatiques, donc IA, etc., ont pris vraiment le dessus, tous les marchés dessus c'est ça. de la crypto-monnaie et on voit maintenant des mouvements qui sont très rapides, donc forcément, c'est pas des humains, Non, mais qui font des valeurs, enfin des intérêts, enfin des gains énormes, quoi. Et oui, on oui, voit, on le sait, je commence à voir derrière, tout ce qui est informatique, justement, passe en crypto-monnaie parce que la banque encore est trop lente pour ça.
c'est pas électrolent, accéléré. oui. Donc, Alors, ils ont trouvé un oui, moyen de sortir là. mais vous avez raison. Et dans le phénomène aussi que j'ai dit avant, l'analyse crédit, mais ça, c'est déjà confié à des robots. Vous n'avez pas Oui, besoin de voir les gens. Ils vous transmettent les informations et puis en une fraction de seconde, vous avez déjà le résultat qui permet à la personne qui est le gestionnaire de crédit de dire oui ou non. Et c'est un humain qui dit oui ou non, hein. Mais mmh. réellement, c'est la machine qui peut faire tout ce travail. Oui, toute la pré-analyse, tout à fait, ouais. Voilà. Parce que Tout mettre en place. on dira, vous devez vous demander à votre client d'établir un budget trésorerie. Bon, dès qu'il vous le transmet, bah, vous le manipulez. Et puis, en analyse financière, c'est que des ratios, c'est des divisions et des multiplications exprimés en pourcentage. Mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il suffit ensuite d'avoir un modèle, puis après vous le répercutez chaque fois. Donc il y a un gain de temps et un gain de personnel. Et est-ce que ce serait justement alors, toute cette arrivée de l'informatique, automatisée, on va dire, sans rentrer forcément dans l'IA, ce serait, ne rentrerait pas plutôt justement dans par des petites structures, pas forcément de grosses banques, mais peut-être, peut-être des Raiffeisen ou bien quelque chose d'encore plus petit, je ne sais pas, ou par là, plutôt que d'attendre les grosses institutions je ne sais pas. Oui, non, mais Et votre donc, question, moi, elle en est tant juste. que demandeur de crédit, d'aller plutôt vers ce genre de structures qui pourront me répondre beaucoup plus rapidement pour une Exact. interrelation. Mais vous avez tout à fait raison, dans le sens que, à l'heure actuelle, quand on est dans l'aspect qu'on veut, on a besoin de l'information, d'une réponse rapide. Donc, on ne peut pas attendre que le banquier prenne 2 semaines ou 3 semaines pour répondre. Mais je ne vous dis pas la croix et la bannière que j'ai eue en compte de consignation. Mais je ne vous dirai pas à la banque, mais j'en étais surpris. Il a fallu plus de 2 mois. Mais c'est pas normal. Vous me direz, mais il existe d'autres systèmes. Mais dans d'autres banques, PostFinance fait beaucoup plus rapide, ou autres, sans citer des entreprises. Mais quand même, là, je m'étais référé à une banque quand même qui a pignon sur rue. Mais le nombre de personnel qu'il y a là qui est. Alors, je pense que je vais avoir des remarques de la part du secteur banquier, mais c'est ce qu'on appelle en économie le chômage larvé. Chômage larvé, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu déjà depuis la nuit des temps que des fois, dans certaines équipes, s'il manque une personne, enfin, en meilleur travail. Parce qu'on crée soi-même des activités qui ne sont pas des activités. Des recontrôle. Mais on n'a pas besoin de ceci maintenant. Alors, que vont faire les employés ou les collaborateurs? Je ne sais pas. Mais les employés de commerce, c'est totalement différent. Un employé de commerce il y a 20 ans n'est pas formé à la même chose que maintenant. Parce qu'ils sont beaucoup plus proches des entreprises. La formation gymnasiale, pour la citer, on est bien en retard. On est bien en retard. Et moi, je suis très content, mais ça, je vous dis, parce qu'on a un petit comité, j'ai réussi à convaincre la directrice du gymnase de la Cité de se lancer dans un projet de création de mini-entreprises par des gymnasiens. J'ai eu ça quand j'étais au gymnase. Alors, ouais, il y a Voilà. longtemps, hein, mais on Oui, était 3 groupes comme ça et on devait se battre parce que tu étais concurrent. C'était voilà. génial. Mais je pense que pour moi, c'est l'économie marketing, comptabilité appliquée. Mais au moins, ils Mmh. se lancent. Et puis, je les vois que ça fonctionne. Ils travaillent en équipe. Et puis, tout le monde n'a pas la même cadence, la même vitesse. Mais c'est stimulant. C'est stimulant parce qu'ils apprennent. Et ils voient qu'ils savent faire des choses. Et ça les passionne. Et chacun ses compétences, donc au contraire, c'est cross. Enfin, tout le monde peut s'aider comme ça. Je trouve ça c'est génial. Après que ce soit appliqué à la finance ou autre part aussi, mais la finance, c'est pas mal aussi, quoi. Tout En à tout cas, fait. ouais. Non, non, et c'est pour ça qu'effectivement, lancer des mini-entreprises au Mmh. sein ça permet de concrétiser la théorie. Parce que tant que vous apprenez, vous avez le cerveau qui a une somme d'informations, intellectuellement, c'est magique, mais ça ne sert à pas grand-chose. Parce que sur le terrain, toutes les opérations comptables, vous ne les utilisez jamais. J'ai encore, hier, non, au début de la semaine, une ancienne élève qui me dit qu'elle est en train de passer son brevet comptable. Puis je lui dis, mais quel sujet traitez-vous? Puis elle me dit, les taux de change. Je dis, ah, bon, les taux de change? Oui. Provision pour risque de change? Bon. Mais est-ce qu'il faut vraiment suivre un mois de formation pour comprendre le système? Non. En tout cas, c'est simple. Vous avez juste en compte, vous provisionnez, mais les taux de change,
il y a 40 ans, c'est vrai, à la livre sterling, avec la lire italienne, avec le Deutschmark, mais maintenant, il n'y a plus tellement de monnaie. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, le modèle, il n'est pas compliqué. Ça monte et ça descend. Et puis, il y a des différences, puis des deltas. Mais peut-être que je simplifie trop. Mais c'est parce que... Oui, je vois à peu près ce que ça peut donner, surtout qu'en plus, avec les ordinateurs aujourd'hui, on peut visualiser encore mieux qu'il y a 40 ans. mais Donc, tout à fait. le modèle, il est... Oui, ouais, bon, d'accord. Ouais. Voilà. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, bon, ça va continuer, les entreprises qui pourront être financées par la microfinance ou par les microcrédits, elles évoluent, elles ont changé, c'est plus les mêmes. On est forcément dans les services, mais des services appliqués à l'aspect local, régional, de quartier. Et ça fonctionne. Et ça va fonctionner. Parce que l'outil informatique, il est là et il est très puissant. Et tout le monde l'a dans la main, donc encore plus accessible. Voilà, exactement. Tout le monde l'a dans la main. Mais les personnes ne savent pas que leur téléphone portable, c'est aussi puissant qu'un ordinateur. Et même plus, des fois. Pourquoi mais ils savent pas, ils utilisent toujours les mêmes les éléments. Mais je ne vous apprends rien. Excel, qui utilise plus que 5 ou 10% des fonctionnalités? Très peu de personnes. Mais toutes les formules y sont. L'analyse financière, vous avez tout. Mais d'habitude, on fait des petits tableaux, des additions, des soustractions, et puis on est content, parce qu'on n'a pas besoin de plus. Mais l'Excel, c'est une mine. Vous avez de tout dedans. Mais encore, faut-il en avoir besoin de les exploiter. Oui, tout à fait. Moi, je fais des jeux dans Excel, justement, pour dire la puissance. Donc, Oui, rien à voir, des jeux en 3D, j'ai eu un... bah oui. Non, mais Donc oui, non, on a des outils super puissants, tout à fait. c'est ça. Mais on méconnaît leur utilisation, leur fonctionnalité. Et Mais là, c'est là. Hein. c'est là qu'on revient, c'est un manque d'éducation des outils actuels. Oui, Et, tout à fait. parce que moi, je reviens là-dessus parce que c'est comme ça que j'ai commencé mon métier en tant que Oui, modérateur multimédia et j'expliquais à l'époque, oui, c'était dans les années fin 90, l'arrivée d'Internet dans les oui. administrations, etc., les écoles, etc. Donc, et ça, je vois plus, je vois pas, Non, tout à fait. Et là, mais il y a quel une que soit le perte. domaine. Ou quel que soit le domaine, on sait l'information. Donc, il faut faire attention parce qu'on peut se laisser prendre par cette facilité d'utilisation. Et on essaie même pas de comprendre. On tapote, on bouge, on voit défiler les informations. Donc, les entreprises qui sont sur le terrain, elles s'adaptent aussi, elles changent. Qui aurait pensé que le système des livraisons de plats à domicile aurait connu un tel succès? Ben, la crise a permis de faire éclore beaucoup d'entreprises particulières. Mais il y a le domaine de l'artisanat, c'est puissant, mais c'est différent. C'est différent dans le sens que, à l'heure actuelle, l'artisanat, si vous, je sais pas, vous vendez du miel, vous êtes obligé de mettre du miel avec des saveurs spéciales, sinon je sais pas quoi, ce ne sera pas admis par la clientèle, ainsi de suite. Mais si on fait plus simple, les choses les plus simples, c'est les meilleures. Mais on n'est plus habitué à goûter les choses simples. C'est vrai. Moi, ça faisait des années, mais là, on a dévié un petit peu, mais c'est pas grave, on est en comité restreint. Ça faisait des années que je ne mangeais pas, je ne dois pas dire, une tête de nègre. Non, maintenant, ça s'appelle choco quelque chose. Je connais ça Mais aussi, ouais. Ça va bon, changer bon, ça a changé le nom parce que, éthiquement parlant, c'est humiliant, mais le produit en lui-même, c'est le même. Hein. Et j'ai trouvé le même plaisir à le manger, ce goût de miel, ce goût de crème, mmh, ce chocolat qui croque sous les dents. Mais voilà, c'est un ça a ancien changé. produit. Et c'est pour ça que je disais aussi au début de la microfinance, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est très ancien. Parce qu'on a toujours eu besoin d'aider les petits entrepreneurs. Il faut trouver des moyens financiers, mais on peut commencer avec peu, hein. On peut commencer avec très peu. Oui, donc c'est pour ça, là, c'est bien que vous ayez mis, on va dire, des sommes pour bien comparer avec la Suisse, parce que c'est vrai qu'on parle de 20 000 francs. Alors si je parle déjà de 20 000 euros en France, là, ils vont me dire, waouh, c'est pas un microcrédit, ça. Parce que c'est Non, énorme déjà. exact. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment tout séparer. Enfin, les cultures changent à ce niveau-là, c'est pour ça. Mais oui, Euh, mais là, c'est pour ça, là, je parlais tout à l'heure c'est moi qui ai posé la question sur le crowdfunding, parce que vraiment, c'est similaire, oui, mais ça, c'est encore un projet, enfin,
c'est encore en parallèle du microcrédit et du système bancaire, Oui. j'ai l'impression aujourd'hui. À moins que peut-être qu'un jour, ça Institutionnalise, oui, tout à voilà. fait. Mais vous avez bien fait de poser la question du crowdfunding parce qu'il n'y a quand même que quelques entreprises qui étaient les premières à se lancer, mais c'est souvent la plupart du temps les premiers qui réussissent et qui durent dans le temps. C'est maintenant des multinationales et elles sont dans le crowdfunding de microcrédit. Parce qu'ils trouvent l'argent non pas à travers les banques ou le système traditionnel, mais ce sont les particuliers qui s'entraident et qui disent, voilà, moi je mets 100, 200 francs ou 100 euros dans un projet à 10 000 km de là, et puis voyez la personne. Et c'est pour ça que j'ai aussi utilisé le terme de le microcrédit, il est souvent vu comme un aspect sympathique, on aide, oui, mais on rend service. Mais c'est vrai, on rend service parce que les banques, elles vont pas s'amuser à aller en Afrique. Vous les voyez débarquer avec des valises, et puis et voilà pourquoi j'ai mis cette image, je ne sais pas si vous avez vu sur IBA, où on voit quelqu'un qui est à l'opposé, puis vous avez quelqu'un qui est avec une mallette, et puis qui dit, voilà, j'ai un microcrédit. Ah ben, c'est joli, mais en fin de compte, vous comprenez ce que j'ai besoin? Non. Bon, mais c'est pas grave. Et l'autre personne, elle remplit, sa conscience est tranquille. Elle a fait quelque chose. Alors cette solidarité dans l'économie, c'est bien dans le monde de la banque, parce qu'il permet d'aider des millions de personnes à l'autre bout de la planète. Et au Bangladesh maintenant, la plupart des personnes ont des microcrédits, mais pour eux, c'est tout à fait normal. Mais par contre, je disais aussi au courant de la soirée, il y a eu passablement d'excès. Parce qu'il y a le taux d'usure. Et cette usure, elle est quand même néfaste. Parce que lorsque vous êtes un petit entrepreneur, quel qu'il soit, si vous avez des taux d'intérêt de 10 à 20%, c'est énorme. C'est énorme. J'étais surpris de ces sommes-là. Je ne pensais pas que c'était aussi haut, parce que c'est vraiment Ah, mais non, non, mais vous avez des pays, surtout en Amérique du Sud et la latine, je veux dire, il y a eu des révoltes de la part, ils ont dit, on ne rembourse plus, parce que on fait front commun et on s'oppose à ce système qu'on est en train de nous mettre la main sur la tête comme si on voulait nous noyer encore plus. Oui, parce que là, j'imagine, on fait un microcrédit, on a 20%, donc on va prendre un microcrédit pour rembourser les premiers intérêts, etc., etc. Après, Voilà. ça peut devenir une spirale comme ça. Voilà, et c'est ce que je Donc, disais et qui a été prouvé par plusieurs études universitaires qui ont tiré la sonnette d'alarme avec des anthropologues également en disant, mais attention, vous êtes sur le terrain, et vous êtes en train de surendetter ces personnes qui n'ont pas la capacité de remboursement. Donc vous les surendettez, donc elles arrivent un petit moment, mais au bout d'un moment, elles lâchent. Elles lâchent. ouais. Elles n'arrivent plus, mais même vous ou moi, si on commence à se surendetter, ben, c'est pas pour rien qu'on a des lois qui nous empêchent maintenant d'obtenir des crédits si on est déjà dans la banque de données suisse qui signale quels sont les microcrédits, les crédits que je ne vais pas rembourser. Puis on connaît la surface financière des personnes. Mais c'est tentant d'accorder des crédits, parce que c'est vrai que comptablement, ça augmente le volume de la banque. Oui, c'est comme si on vend un produit, et puis au volume, forcément, on fait beaucoup plus de chiffre d'affaires, entre guillemets. C'est Sauf ça. que là, c'est de l'argent. Voilà, c'est l'argent. Mais on joue avec le fait également sur, je dirais que lorsqu'on reçoit un crédit, on est toujours content. Mais attendez, il faut le rembourser. Et ça, Oui. c'est difficile. Voilà, ça, on l'oublie. Alors, on vous dira, c'est sur 10 ans, 20 ans, c'est magnifique. On paye des petites sommes mois par mois. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, 20 ans? Ah, je ne sais pas. Voilà, c'est ça le problème. Voilà. Alors, c'est un risque, mais la banque, dans les cas de la crise des subprimes, ce sont elles qui ont lancé le phénomène. Et là, en Suisse, on n'a pas fait mieux dans les années 90. On accordait également du 110 à 120% des demandes de crédit hypothécaire. Voilà. Mais ceci, si on ne l'a pas vécu, bon, et puis on a une mémoire un peu sélective, on oublie. Mais le seul cas d'une banque qui est tombée en faillite en Suisse, elle était à Lausanne, c'était la Banque vaudoise de crédit, dans les années 90. Et lorsque le bruit s'est répandu que la banque n'avait pas la trésorerie à disposition pour rembourser, il fallait voir les centaines de personnes qui pleuraient à la place Pépinet
et qui attendaient jusqu'à 10 heures le soir avec leur carnet d'épargne en disant, mais moi j'ai 500 francs, est-ce qu'on va me les rendre, 1000 francs? La banque n'a pas pu les rendre. Wow. Voilà. Mais ça, Alors, même en il y a peu. Suisse. Attends, je pas. Mais Je sais oui, pas non, encore. mais voilà, mais c'est des choses dont peu de gens se rappellent. Mais c'est pour ça que je vous dis, l'histoire, bon, il ne faut pas l'oublier. Alors, il faut tirer les leçons. Donc, c'est vrai que tout le système bancaire, même en Suisse, a beaucoup évolué. Mais comment expliquez-vous qu'une banque comme UBS ait eu besoin du secours du Conseil fédéral? Et ce n'était pas 1 million, hein, c'était des milliards. Comment peuvent-ils se tromper autant? Comment le Crédit Suisse a pu-t-il récemment perdre des milliards? Payer des amendes milliardaires. Et l'UBS, c'est pas mieux. C'est pas- Non, Il des faut fois, bien. je me pose la question. Je vais avoir une dernière question. Après, Oui, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui voudraient poser des questions, je ne sais rien. oui, Tout d'un coup, là, j'ai pensé là, avec les paiements par téléphone, donc oui, entre autres en Afrique. Donc, eux, ils ont eu l'avantage de ne pas connaître en fait le téléphone filaire, et donc du tout. ils sont passés directement au mobile et puis ils se sont lancés là-dessus. Est-ce que justement, au niveau des microcrédits, ils ne pourraient pas aller encore plus loin par rapport à nous, Oui. encore plus vite et vers où? Est-ce qu'on a peut-être déjà un trend là-dessus? Parce que nous, on est Alors, en retard, ouais, on a tous ces systèmes bancaires qu'on doit se détacher, mais eux, ils n'ont pas ça. non. Et aujourd'hui, ils ont le mobile, mais ils pourraient aller beaucoup plus loin. Mais est-ce qu'on sait déjà vers où ils pourraient aller? Alors, Vous avez une on ne idée? sait pas tout à fait, mais ce qui m'a toujours surpris, c'est effectivement ce saut de numérique qu'ils ont fait. Et pour eux, ils n'ont pas eu de contraintes. Enfin, ils ont pris en disant, mais ça fonctionne, et puis on fait confiance. Et ils ne se sont pas posé beaucoup de questions. Ils ont dit, on utilise, puis c'est simplifié. Et c'est vrai que ce système de téléphone mobile de paiement, chez eux, c'est ancré. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de la personne qui va vers eux, leur prendre avec une bicyclette, passer de village en village, récolter l'argent, avec le risque également de se faire détrousser en cours de route. Non, c'est tout par voie informatique. Alors, en parallèle, justement, comme vous dites que c'est normal, alors j'ai l'exemple, mais américain. Oui. Ben, les Américains, ils ne connaissent pas la carte à puce. Ils sont passés de la carte À magnétique bande, au oui, téléphone. voilà, Voilà. tout à Donc, fait, ils ont fait un bond aussi, quelque part. tout à fait. Différent, mais technologique, mais ils ont fait un bond technologique. Alors que nous, on arrive juste avec, oui, alors on peut mettre la carte dans l'iPhone ou bien dans le téléphone. On sait pas, on a encore la carte à Oui, oui, puce c'est ça. depuis 20 Donc, ans. Eux, ils n'ont pas connu ça. Ils ne le non, connaîtront pas, à mon avis, quoi. non, ils connaîtront jamais parce que, mais c'est vrai que on a une inculture de la technologie qui est grande et qui fait peur. Et je vous dis, la Suisse, on est très en retard au niveau du numérique par rapport à d'autres pays européens, mais très en retard. Alors, est-ce qu'on arrivera à rattraper ceci? Peut-être qu'on a connu ces étapes petit à petit. C'est peut-être ça qui freine. Si vous passez de rien à beaucoup, ça se passe vite. Si vous allez petit à petit, vous avez toujours en fin de compte des freins. Des freins qui font qu'il y aura certaines habitudes qui sont ancrées. Mais dès que vous avez pris goût à effectuer des paiements directement chez vous, c'est quand même plus pratique. Vous dites, je gagne du temps, je ne fais pas la queue à la poste, je ne fais pas la queue à la banque. Moi, j'ai vu ça justement en Allemagne à l'époque avec le système. Alors, c'était avant Internet, hein, où ils faisaient justement des paiements en ligne, quoi. Oui, Donc par téléphone. Donc ils n'allaient plus à la banque depuis. Alors moi, je connaissais ça dans les années 80 hein, déjà. oui, oui. Donc, alors je sais pas comment c'était en Suisse. Je n'étais pas en Suisse à l'époque. Euh, mais oui, ils faisaient déjà en ligne et puis pour eux, ils ne savaient pas vraiment quand ils allaient à la banque, c'était pour des trucs vraiment particuliers parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire en ligne. Tout à fait. Voilà. Voilà. Donc Et puis ça date aussi. oui, oui, ça date, c'est-à-dire qu'on n'est plus très jeune, mais disons, l'évolution va tellement rapidement. Et mais parce que, je dirais, il y a une évolution, une intelligence qui est là derrière, qui est surdimensionnée. Non, pas surdimensionnée, elle est développée. Et c'est vrai que nous, on est en retard, on ne comprend pas qu'en Chine, il y a des millions et des millions de scientifiques, de techniciens qui sont formés année après année, hein. Année après année, ils sont bien en avance par rapport à nous. Nous, on a des systèmes où on est rétrograde, hein.
Et voilà Ah pourquoi ouais, je mais dis, la microfinance, il faut qu'elle fasse le saut de ce 4.0, 5.0, qu'elle aille plus vite. et il y a un mouvement, en fait, justement, ou bien il n'y a pas de mouvement encore qui se détache en Suisse, là-dessus, ou Pas, peut-être en Europe. non, pour l'instant, ça reste encore en étape par étape, mais lentement. Alors, c'est vrai que ça n'a pas encore pris, dans le sens que on a encore un modèle qui a fonctionné et puis qu'on a peur de passer à l'étape supérieure. Mais Hmm. ça va arriver, ça va arriver. Ça m'étonnerait que... Pourquoi? Parce que les entreprises en elles-mêmes, elles changent. Les entreprises à l'heure actuelle, il y a il y a des métiers qui ont totalement disparu. Mais tous ces produits, on les a, mais ils sont fabriqués ailleurs. Mais c'est une perte de savoir. Mais c'est dans un sens triste, mais on ne peut pas arrêter le mouvement. On peut pas arrêter le mouvement. Hmm. Donc, il faudrait en gros, le choc, ce serait, enfin, je fais un Oui, parallèle peut-être un peu bancal, mais il faudrait que ben, la néobanque ou une néobanque ou une nouvelle néobanque, on va dire, euh, propose ça et puis ben, d'un coup ça explose, quoi. Qui oui, soit le petit troublion, on va dire. oui, mais ça va de toute façon exploser parce que la banque ou les banques savent elles sont déjà en train de dire c'est notre futur. Nous, vous savez, nous, on regarde le jour à jour, mais les banques, ils réfléchissent aussi à 5-10 ans, hein, et ils ont déjà leurs visionnaires qui disent, mais le système, il peut plus fonctionner ainsi. La banque traditionnelle, c'est fini, c'est fini. Je voudrais, j'anticipe un peu, je suis trop visionnaire, mais le modèle va évoluer très, très rapidement parce qu'ils vont nous l'imposer. Ils vous l'imposent, ils vous disent, mais écoutez, regardez, vous pouvez faire ça chez vous, sur l'e-banking, faites-le. Et sinon, si vous venez, ben, on vous fait payer des frais, 5, 10 francs. Donc, vous retirez de l'argent sur votre propre compte. Vous voulez du cash, vous devez payer une Mhm. commission. Oui, si vous allez au guichet, oui, Voilà. c'est pas petit, ouais, je sais. Voilà. Mais vous me direz, si à force de payer des frais, ben, les personnes disent bah, non, j'ai plus besoin, je peux avoir les transferts numériques. Alors on commence à se dire, qui c'est qui osait, il y a encore quelques années, payer, par exemple, à un Migros avec une carte de crédit 1,50 franc ou 2 francs le pain qu'il avait acheté? Je ne voyais pas beaucoup de personnes. Non. Il a fallu cette crise du coronavirus pour que les gens commencent à dire oh, ça fonctionne. Hein. Alors moi j'étais entre guillemets, j'étais dans ce cas, mais pour des raisons différentes. Euh, Moi, alors, c'est un exemple, hein, bien sûr, il ne Oui, faut pas prendre pour ça. Moi, tout ce qui est en dessous de 100 francs ou de 100 euros, bon, c'était 100, c'est une oui, barrière, hein, tout simplement. Tout ce qui est en dessous, c'était liquide. Tout simplement parce que je vois la somme que j'ai. J'aime bien oui, maîtriser ça. Au-dessus, c'était surtout parce que j'ai une traçabilité, entre guillemets. Donc, c'était ça. Avec le confinement, et là, alors, j'ai fait mon confinement en Allemagne. L'Allemagne est très monnaie papier, hein. oui, tout à fait. Ils sont passés du jour au lendemain à la carte. Et moi aussi, je suis passé à la carte. Et je ne voulais pas utiliser justement une carte de crédit ou une carte de débit classique. Je me suis pris une carte de prépay qui me Très bien. remplace en fait mon porte-monnaie. Comme ça, Voilà. je mets l'argent dessus. Mais c'est une Oui, volonté. Mais je vois que je suis une des rares personnes à faire ça. oui, Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes, justement, ils utilisent comme ça, même pour une baguette ou pour des petits achats. Par contre, les petits commerçants, eux, ils ont des problèmes pour accepter ça parce que, à cause des frais, justement, que voilà. eux, ils doivent payer. Tout à fait. Et c'est eux qui financent le système. Donc, effectivement, c'est une perte de leur rentabilité parce que les sociétés spécialisées, il faut quand même qu'elles soient payées. Donc, sinon, il va y avoir un renversement à un certain moment. Ils vont augmenter forcément les prix ou sinon, maintenant, ils arrêtent de dire non, vous payez cash ou sinon, on ne peut pas vous servir. Mais c'est vrai que le système du numérique, comme on ne l'a pas sous les mains, c'est un peu complexe parce que nous, peut-être vous, bon, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais on est habitué à contrôler. Disons, on est bien, disons, on aime bien palper. Mais c'est vrai qu'avoir un billet de 1 000 francs entre les mains, c'est quand même plaisant. Si vous faites attention, c'est un peu sensuel. Vous touchez, vous sentez le papier. Lorsque vous dites, j'ai 10 000 francs sur un compte, je fais un transfert de 100 000 francs.
Et puis après, Voilà, il y ça a se démultiplie. Après, vous avez plus cette notion de concrète. Donc, que vous mettiez 1 million ou 100 000 francs ou 10 000 ou en francs, ça, vous êtes et déconnecté. c'est pour ça que moi j'avais mis cette barrière parce qu'à un moment donné, quand j'ai reçu mes premières cartes de crédit, je voyais que ça partait un peu vite, on va dire. Exact. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis mis cette barrière de 100 francs, 100 euros, enfin 100 pour me dire en dessous, c'est du cash, parce que ça me permet de contrôler, de me De limiter. contrôler. Aujourd'hui, j'utilise une carte, tout simplement une carte Revolut, hein, parce que c'est Oui, une carte prépaid. S'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Tant pis, c'est ça. voilà. Et bien, c'est ma faute. Et au moins, je le reconnais. Voilà, Voilà, mais parce que vous avez une limite. Dans le prépay, vous avez la limite voilà, de tout à dire je fait. ne peux pas aller plus loin. Dès que c'est C'est zéro, c'est volontaire, zéro. voilà. Voilà. Donc, effectivement, c'est sage comme fonctionnement. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en Suisse et en Allemagne, ou dans plusieurs pays, on a de la peine à quitter disons, à la monnaie disons pas scripturale, la monnaie habituelle, c'est-à-dire celle qu'on a eu tout le temps. Mais regardez également un mouvement qui s'est opéré il y a au moins plus de 20 ans, les carnets d'épargne. On allait Mhm. à la banque avec son enfant avec une tirelire. Est-ce que vous voyez encore des parents qui accompagnent leur enfant de 5-10 ans et mais c'était comme une jouissance. Ça faisait plaisir. Vous apportez votre tirelire. Et puis, vous voyez qu'il passait 5-10 minutes à compter pièce par pièce. Ça coûtait énormément cher à l'employé bancaire. Mais c'est déjà une Et du culture temps. bancaire. On a Mhm. été habitué à économiser petit à petit. Mais à l'heure Mhm. actuelle, dans le numérique, et c'est pour ça que c'est dans ces pays africains, ça fonctionne très bien, il n'y a plus ce rapport. C'est-à-dire ils ont passé très vite à quelque chose de plus. Mais un autre exemple aussi qui m'a beaucoup surpris, c'est l'introduction de l'euro, il y a une vingtaine d'années. Mhm. Tout le monde disait ça va être compliqué. Non. Les gens s'y sont mis très rapidement. Très rapidement. Et parce qu'ils ont vu un avantage. Ils ont vu un avantage de dire, ben voilà, si on a une monnaie commune dans plusieurs pays, c'est quand même plus commode, hein, que de faire un voyage, vous allez en Italie, en Allemagne, il fallait changer 2-3 fois les monnaies, et puis chaque Ah, fois mais vous même, perdiez quelque chose. maintenant, grâce à Internet, vous pouvez payer avec la même monnaie dans une Voilà. boutique qui se trouve, par exemple, en Allemagne. Enfin, quand on est dans l'Union européenne. En France, je peux commander dans une boutique en Allemagne avec en euros. Je n'ai pas besoin de convertir, de savoir, etc. Non. quoi. C'est C'est tous une les avantages facilité. des Amazon et de ces boutiques comme Voilà. ça maintenant, aujourd'hui. Tout à fait. Et voilà, lorsque vous avez parlé du crowdfunding, c'est vrai qu'une personne en Suisse peut tout à fait financer quelque chose à Haïti ou à l'autre bout du monde, parce Mhm. il transfère une petite quantité d'argent, parce que chez nous, 50 francs ou 100 francs, c'est abordable. Mais démultiplier dans le système socio-économique sur place, c'est des sommes importantes. Parce qu'on oublie quand même que, mais je l'ai dit aussi ce soir, la Suisse, mais les pays européens, nous sommes en pôle position hein, dans les pays de PIB par habitant. Ces pays qui sont pauvres, vous savez, on est environ 200 pays dans le monde. Mais en Afrique, ça se cumule. Et vous n'avez pas des salaires, des fois de 100, 200 francs, c'est un salaire mirobolant. Ils arrivent à créer des Oui. mini-entreprises, des petites Mhm. structures, parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup. Mais il faut quand même Ben, un petit capital. Oui, pour nous, c'est pas beaucoup. Mais c'est voilà. vrai que pour eux, c'est des mois et des mois de salaire ou c'est Ou carrément une des années, entreprise. mais des années, Des années, tout ouais. à fait. Alors c'est pour ça que notre système, je dirais, européen et occidental, a cette possibilité de transférer ce report de richesse. Nous avons une certaine richesse, c'est vrai qu'on peut aider les autres. Et voilà pourquoi j'avais au début mis Gageur 2030, parce qu'il y a des objectifs onusiens qui est qu'on devrait avoir moins de pauvres sur la Terre. Est-ce qu'on va y arriver? Mais il reste que 9 ans, ça m'étonnerait. Mais est-ce qu'on s'occupe vraiment, est-ce qu'on est conscient qu'il y a des enfants qui ont faim tous les jours, qui n'ont rien? Non. Bon, c'est loin, loin des yeux, loin du cœur. Mais c'est normal Je- dans un sens. Après, je vais faire. Bon, ça va être une critique. Enfin, ça va être un commentaire qui est volontairement Dur, ambigu, on va dire. ambigu. Dans le sens, s'il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de riches. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas garder des pauvres? Point d'interrogation. Il n'y a pas de réponse à ça. Hein. Non. Mais voilà, tout un coup là-dessus. C'est une interrogation que vous avez, mais elle est tout à fait justifiée. Et depuis la nuit des temps, les personnes riches, c'est une minorité c'est un pourcentage de moins de 10-5%. Le reste, on n'est pas fauteuil. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est plus malheureux? Je ne crois pas. Bon,
pour ça, le pauvre, mais pauvre en quoi? Bah, après, tout dépend. Si c'est financièrement, ça peut être, il y a plein de domaines différents, tout à fait. Après, derrière. Voilà. Mais on peut vivre avec beaucoup moins. Avant, on vivait avec beaucoup moins de choses. Et puis, est-ce qu'on était malheureux? Je n'ai pas l'impression. Mais maintenant, si un enfant qui a quelques mois, vous lui mettez pas un téléphone portable entre les mains, et qui touche, et puis vous dites, il est très intelligent parce qu'il fait défiler les images, et puis il reste scotché en train de voir des dessins animés, puis vous le mettez en anglais, comme ça vous lui permettez d'apprendre, et qu'il soit déjà bilingue avant qu'il aille à l'école, bon, je sais pas. Alors, J'ai un doute. j'ai vu l'effet sur ma nièce, elle a 12 ans maintenant, mais elle a commencé, on va dire, à 10 ans. J'ai vu les effets, et puis bon, ben, sa mère lui a enlevé très rapidement le téléphone, hein. Oui. Donc, faut faire attention aussi, hein. Oui. Voilà, c'est des dérapages, disons les dérives, mais c'est vrai que si bon, vous avez certainement des enfants, c'est vrai que ça prend du temps parce qu'ils ne veulent pas manger, puis il faut commencer à faire comme si on avait un avion, et puis on commence on le met dans la bouche, on raconte une petite histoire. Ça prend du temps, mais c'est créatif. Si vous avez quelque chose qui défile sous les yeux, c'est vrai que ça le capte son attention, donc vous lui donnez facilement à manger. Il est tranquille, mais c'est pas un peu trop tranquille quand même. Est-ce qu'il Oui, aura beaucoup tout à fait. d'imagination, de créativité? Il y a des enfants qui, avec un morceau de bois, ils arrivent à avoir beaucoup de créativité parce qu'ils s'imaginent, ils sont en monde imaginaire. Mais Mais ces regardez enfants les nouveaux, je ne sais pas. enfants encore en Afrique, ou même il y a quelques années, ils arrivent à construire. Là, j'ai l'image qui me revient tout bêtement, mais d'un enfant qui avait construit une voiture avec des capsules de bouteilles. Oui, tout à fait. Je trouve ça génial en soi. Mais Il oui, le faisait rouler comme ça. C'est voilà. génial. Mais en ancien, C'est du en ancien mécanique. pneu, pour eux, ben ils le font rouler, ils courent après, il y a la mobilité, ils n'ont pas besoin de vélo électrique et tout est côté, ils sont toujours en train de bouger avec rien, mais ils sont entre eux. Et ils vivent bien parce que ce qu'on oublie, c'est que nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Et les humains d'Afrique ou d'Asie, c'est aussi des humains. Mais on a tendance à les considérer moins bien que nous parce qu'on dit, ah, ils sont pauvres. Ah, mais ils ont aussi des sentiments, ils passent par des peines, ils passent par des joies de vie, et puis ils ont moins, mais c'est beaucoup plus solide, me semble-t-il. Mais c'est vrai que c'est là on philosophie un petit peu, mais c'est pas grave. On a besoin de temps en temps de prendre un peu de recul parce qu'on vit dans un monde accéléré. Et dans le monde de la microfinance, ça s'est très vite emballé ces 10 dernières années ou 15 dernières années. Vous avez des modèles qui se sont amplifiés et qui prennent des dimensions qui me font peur. Mais me font peur parce que c'est de l'argent, c'est des petites quantités par rapport au volume bancaire ou financier, mais c'est quand même colossal, hein. C'est quand même colossal. Mais c'est vraiment un système équivalent bancaire. C'est juste les volumes différents. Enfin, les volumes différents, mais finalement, aujourd'hui, c'est équivalent à un système bancaire classique. Je veux dire, Oui, sans être négatif là-dessus. Donc, oui. Non, non, il ne faut pas le prendre négativement. Les microcrédits, c'est une analyse de crédit. Mais si vous parlez d'une personne qui vient vous demander 100 000 francs ou 1000 francs, foncièrement parlant, l'analyse, elle est la même. Vous devez prendre les mêmes paramètres. Disons, vous avez les mêmes considérations. Ce qui compte beaucoup, c'est la confiance que vous allez reporter à celui qui vous demande un crédit. Et le système de la microfinance, c'est la confiance également entre celui qui apporte l'argent et celui qui le restitue. Si la durée est relativement petite, il y a moins de possibilités de dérapage. C'est vrai que vous n'allez pas faire des microcrédits sur 20 ans. non, c'est pas le but non plus. Non, il faut Des que petits ce crédits soit. avec des petites sommes. Voilà, Ça, c'est ça, ouais, à voilà, tout terme. à fait. Et la confusion que font les gens, lorsqu'on parle de microcrédit, ils disent, c'est les petits crédits. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est un autre système. Mais c'est des petites sommes par rapport au monde entrepreneurial. Mais monter une entreprise, vous la montez pas avec 5 francs. Non, en France, c'est 1 euro, je crois. C'est ça, hein? Voilà. Et voilà. Mais alors, évidemment Je que rigole. ce que je regrette un petit peu dans le cadre du microcrédit ou de la microfinance, c'est qu'on joue un petit peu sur le côté des pauvres. Ah, c'est vrai, mais écoutez, lorsqu'on dit qu'il y a X milliards de personnes qui vivent avec moins de 2 $ par jour, ça veut dire quelque chose, mais ça ne veut rien dire non plus. Parce que 2 $ chez eux, c'est énorme, hein. Chez nous, c'est rien, mais chez eux, c'est énorme. Voilà. Mais c'est ainsi. C'est compliqué parce que
l'argent n'est pas identique. On part sur des bases communes, comme le dollar ou le franc suisse ou l'euro, mais sur place, ça n'a rien à voir. C'est tout à fait, c'est un autre monde. Et c'est ça qui me passionne un petit peu dans la microfinance, c'est qu'on peut aider localement. C'est-à-dire, on peut aider localement, apporter quelque chose de plus. Mais je ne pense pas qu'on puisse vraiment s'enrichir si on fait de la microfinance réelle, éthique. Oui, c'est plus, on va dire, humain, c'est pour aider l'autre, pas pour son propre bénéfice. Enfin, c'est l'impression que j'ai pour l'instant. À moins que dans le futur, ça s'institutionne. J'ai du mal avec ce mot. Ouais, institutionnalise, oui, tout à fait. Institutionnalise. Voilà, Dans ce oui, cas-là, tout à fait. c'est perdu, Oui, quoi. voilà. C'est un petit peu perdu. Mais vous savez, c'est des sommes colossales qui sont investies par la Confédération suisse dans le domaine de la coopération et développement. Et ils ont toujours le fait de dire, c'est vrai qu'on veut bien aider les pauvres, mais en leur apportant de l'argent, c'est pas ça. Il faut apporter l'outil, mais en outil simple. Alors, pourquoi ne pas créer, et là je n'ai pas tellement parlé, c'est l'étape suivante, le social business. C'est-à-dire que c'est demander à une multinationale de collaborer dans un projet local où vous avez, et ça a été appliqué déjà quelques fois, mais pas autant que je pensais que ça allait prendre. Dans le cas de Danone, c'est vrai que le professeur Mohamed Younous, il a réussi à les convaincre de créer une entreprise, une fabrique de yogourt low cost. Tout le lait et les différents produits étaient créés sur place. Donc, il a fallu simplifier les systèmes de fabrication pour arriver à pouvoir vendre un produit qui rend des services à ces gens pauvres, qui seraient acceptés. Mais les yogourts, chez nous, on les mange, mais chez eux, ce qu'ils les mangent, c'est pas tout à fait ça. Alors, ils ont dû trouver un compromis. Mais ça a fonctionné. Et Danone a créé une structure, je dirais, qui était intéressante. Alors, si on peut répercuter de nouveau, démultiplier ce système de social business, c'est-à-dire les multinationales se disent, j'ai pas besoin du dividende, je le laisse sur place et je laisse toute l'infrastructure. Et dès que ça fonctionne, je me retire et ça va tout seul. Donc, on crée un microcosme à l'intérieur d'une région. Et par exemple, les producteurs de lait, c'est ceux qui auront obtenu des microcrédits pour s'acheter une vache ou deux. Ce lait, il est centralisé par une coopérative qui est également ici une petite structure, mais toujours avec l'appui d'une multinationale. Donc, quand même, c'est créer un écosystème euh, d'affaires Oui. entièrement, bon, avec une grosse entreprise derrière ou peut-être même des banques derrière qui vont, on va dire, mettre de l'argent pour que ce soit ensuite, ça tourne tout seul, mais pour un développement local. C'est ça. Voilà, en développement local, tout à fait. Et c'est ça que l'on a, le développement local, où on peut arriver à avoir quelque chose de différent. Mais il faut faire aussi attention, toute croissance détruit aussi l'environnement. Oui, c'est là tout le. Mm. Voilà, c'est un autre paradigme. Et c'est vrai que on commence à reprendre, à dire, mais attendez, le Club de Rome, en 1970, 72, lorsqu'ils ont parlé des problèmes de croissance, ils ont fait des erreurs parce qu'ils disaient que dans 20-30 ans, on n'aurait plus de pétrole. Bon, 50 ans après, il y en a toujours. Parce qu'on va chercher n'importe où le pétrole, la technologie suit. Mais ils se sont peut-être trompés sur d'autres éléments. Mais ils avaient déjà relevé, attention, qui dit croissance dit destruction de l'environnement. Mais ce n'est pas nouveau. Alors, la durabilité, on en parle beaucoup. Les changements climatiques, c'est vrai que c'est un leitmotiv qui est fréquent, mais ce n'est pas récent. Ça fait depuis un moment que même les multinationales font quelques efforts. Mais ça, on ne le mentionne pas. Mais ils pourraient faire plus, peut-être. Mais le tissu économique, ce n'est pas les multinationales, c'est les PME. 90% des entreprises, ce sont des PME. Ont-elles les moyens de changer les modèles pour être dans le phénomène d'un CO2 diminué? Ont-elles les moyens de changer? Difficilement. Mais sont-elles aussi informées de ça? Parce que pour une grande entreprise, ils peuvent avoir les rapports disant, OK, on a consommé autant, mais une petite entreprise, elle ne peut pas se dire, OK, j'ai pollué autant. Enfin, il n'y a pas d'information là-dessus. Non. Enfin, peut-être qu'il y en a, mais moi, je ne la connais pas, du moins. Non, Donc, c'est difficile de changer voilà. dans ce cas-là. Tout à fait. Et puis, la petite entreprise,
ça signifierait, non, mais pour moi, mais ça, je vais peut-être un peu trop, on s'est éloigné de la microfinance, mais c'est pas trop grave non plus. C'est vrai que pour moi, je considère un peu à l'heure actuelle, mais je me dirais un peu trop extrémiste, que l'écologie, c'est un problème de pays riches. On est en train de nous culpabiliser dans le cadre de la consommation. C'est bien, mais quand même, c'est un problème de riches, c'est pas un problème de pauvres. Mm. Mais bon. Ouais, moi je vois. Alors moi, pareil, j'ai l'exemple toujours du Vietnam parce que j'y suis allé 2 fois et j'ai vu les changements en 2 fois, où justement il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui investissent à l'intérieur parce qu'il y a de la production, forcément, c'est un gros produit de producteur, mais aussi de café, parce que c'est le troisième producteur de café, enfin exportateur de café au monde. En même temps, Ho Chi Minh était une ville euh, très grosse, parce que c'est 5 millions d'habitants, ou 6 millions. Donc c'est quasiment le nombre d'habitants en Suisse, hein, qu'on C'est ça. imagine. Mais à l'époque, la première fois que je suis allé, mais c'était sale. Et on se demandait comment ils arrivaient à vivre. J'y suis allé ensuite, c'était tout neuf. Enfin, c'était, on les voyait travailler, quoi, je veux dire. J'ai fait une photo, euh, j'ai fait exprès avec la nouvelle rue toute neuve et un éboueur. Alors, c'était le petit éboueur à pied qui essayait, comme il pouvait, de prendre des sacs poubelles. Mais ça, c'est du nettoyage. Et j'ai vu beaucoup de gens qui ont rigolé de ça. Et j'ai dit non, non. Parce que ce petit-là, il y en a plein comme ça. Et en 3 ans, ça nettoyait la ville. C'est ça. Et Ouais. c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, ils font pour que ça fonctionne petit à petit. Et ça s'améliore. Et ben, l'écologie, ben, ils n'y pensent pas parce que ça fait partie de leur... Oui. Ils en ont besoin, ils le font. Bon, terminé. Ils ne se posent même pas la question. Oui. Ouais, mais vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai, et tant qu'on ne voyage pas, qu'on ne voit pas d'autres systèmes, et qu'on ouvre un peu les yeux, on n'est pas conscient de ceci. Mais Ah ben, parce qu'on ne l'a pas vu, donc on ne peut pas s'en rendre compte. Donc on regarde la consommation qu'on a ici. Mais écoutez, là aussi, on, on a beaucoup plus de temps de loisirs. Les loisirs, ça se paye, ça coûte cher. Les pays pauvres, est-ce qu'ils ont beaucoup de loisirs? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ils savent pensent, pas. est-ce qu'ils se posent, ils savent pas parce que, est-ce qu'ils se posent des questions pour aller faire une partie de golf? Déjà, avoir des hectares de gazon, c'est détruire l'environnement. Regardez le sud de l'Espagne. Mmh. Ils n'ont pas d'eau, mais vous avez des terrains de golf. C'est quand même étonnant. Oui, non, tout à fait. Et, oui, non, c'est très. Le terrain de golf est emblématique là-dessus, justement. Et pour en revenir, oui, justement, aux pays en voie de développement, oui, ils savent. Enfin, par rapport à nous, ils ne savent pas ce que c'est que les loisirs, comme nous, on l'entend. Parce C'est qu'ils ça. travaillent 7 jours sur 7, finalement. Ou il y a peut-être 6 jours sur 7. Mais ils sont tout le temps ouverts. Mais ils savent faire ça, mais différemment. Oui. Ils savent prendre du temps, mais différemment. Ils peuvent fermer une boutique pendant une demi-journée, une journée. Ils reprennent ensuite. Et après, ben, c'est pas grave. Ils ont perdu une journée. Non, ils n'ont pas perdu une journée. Non, Parce qu'il n'y a pas de finance derrière. c'est ça. Voilà. Entre guillemets. C'est Voilà, c'est ça. Tout à fait. Vous avez raison. financièrement Donc, parlant, c'est bouf. Voilà. voilà. Mais vous avez Donc, tout entièrement raison.